Salut tout le monde, bienvenue en ce mardi 5 avril, oui bien mardi puisqu'on a attendu la fin des matchs de hier pour faire ce rendez-vous d'Overtime. C'est le 30e épisode de cette saison 2 d'Overtime. Salutations dans le chat aux habituels Christine, Steve, Richard, Vladi, Lionel, Jérém et tant d'autres. Merci de votre fidélité et puis pour cette émission, je ne serai pas tout seul, il y aura deux de mes collègues, Stéphane Rochette et Jean-Philippe Pressolwenger. Salut messieurs. Bonjour à tous. Alors messieurs, pour cet épisode, on va revenir sur la série entre Fribourg et Lausanne, sur celle entre Zurich et Bienne. Et puis si on a un peu de temps, on fera un peu aussi de perspective sur la demi-finale qui attend les Dragons face aux Lions zurichois. Et puis on vous rappelle que demain il y a le 7e match entre Rapperswil et Davos. Donc peut-être s'il y a des questions là-dessus, on en parlera. Alors je vous propose de commencer sans plus attendre avec le retour sur la finale, sur la quart de finale entre Fribourg et Lausanne. Alors JP, toi tu l'as bien suivi celle-là puisque tu étais sur le commentaire, mais ça s'est terminé 4-1 pour les Dragons avec notamment un but en prolongation de Kylian Motet juste avant la fin de la première prolongation. C'était le week-end passé, c'était samedi. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes de cet affrontement? Donc, on s'attendait à un affrontement serré. Il a été serré. Le score de 4-1 on va dire, OK, ça s'est passé comme ça, mais il y a 3 prolongations. Si on réfléchit un petit peu à ce qui se passe dans ces prolongations-là, il y en a une remportée par Lausanne et les 2 autres par Fribourg. Il y en a une qui va avoir 3e prolongation, mais pendant le temps supplémentaire, Dido prend 2 minutes. Ça s'est joué sur le power play, c'est clair. Et puis là, on a aussi vu que Francis Paré avait une énorme occasion qui a été bloquée par la crosse de Dave Souter. On dit souvent que les playoffs se jouent sur des détails. Là, je pense qu'on ne peut pas aller au-delà. Je pense qu'on peut dire que sur les 5 matchs, Lausanne a montré de belles choses à 5 contre 5, de très vilaines choses en situation spéciale, 57% de box-play, un power play qui fonctionne quasi pas, qui est à moins de 10%. Ben voilà, vous avez la réponse. Vous ne pouvez pas aller loin en play-off si vos situations spéciales ne fonctionnent pas. Lionel nous dit c'est dommage, il n'y a eu que 5 matchs au final entre ces deux équipes. C'est évidemment pour le côté spectacle, engouement du hockey et tout, on aurait aimé ça qu'avoir deux matchs de plus, mais évidemment, l'équipe le but, c'est pas de donner un spectacle en 7 matchs puis de risquer de le perdre, le but, c'est de gagner, et Fribourg a fait tout ce qu'il fallait pour gagner. Mais moi, mine de rien, c'est vrai que ça a été très serré dans le déroulement, mais ultimement, Fribourg est à 32 secondes d'un balayage. Voilà, si Jagger n'égalise pas à 32 secondes, évidemment, les choses seraient probablement déroulées différemment. On ne sait jamais ce qui serait arrivé, mais à 32 secondes près, c'est 4-0. Donc, ultimement, c'était proche, mais pas si proche que ça. Dans l'efficacité, dans l'exécution, je trouvais que Fribourg a été plus serein de façon générale que Lausanne. Un peu mieux organisé, opportuniste, je veux dire, calme. J'ai trouvé que cette équipe-là était calme, même dans les moments où ça a été tendu. C'était un long fleuve tranquille pour eux, j'ai eu l'impression. Derrière le banc, c'était serein. Les leaders ont été sereins. Dido a failli péter sa coche, là, une fois. Il a peut-être pété sa coche en prolongation, mais à part ça, on l'a cherché un peu, mais même pas tant que ça. Mais quand on l'a cherché, il a tourné les talons. Alors, moi, je dis que, voilà, ultimement, Fribourg n'a rien volé, même si Lausanne a été valeureux à 5 contre 5. Le Corsi montre qu'à 5 contre 5, ils ont peut-être été un petit peu plus entreprenants ou dominants. Mais Fribourg, c'est l'histoire de Fribourg toute la saison. Au nombre de matchs qu'ils n'ont pas forcément dominé, mais qu'au final, ils ont gagné sur des détails, ils ont fait du Fribourg. Et puis moi, je dis que finalement, il y a eu une série. Mais moi, la seule chose que je regrette un peu, c'est que je trouve que ce n'était pas une si bonne série que ça. Au point de vue hockey, moi, je suis en studio puis je coupe des clips. Hein. Et j'ai eu beaucoup de peine à trouver des trucs intéressants ou tactiquement, tout ça. Oui, le power play, évidemment, c'était facile. Même Tant Tata aurait pu voir ça. Mais je veux dire, à part ça, hein, au point de vue hockey, c'était pas top. Je n'ai pas trouvé. On a eu un match 22 tirs à 19. Ça faisait qu'il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Je trouve que la fête du hockey ou le spectacle, oui, il y a eu des trucs spectaculaires, etc., mais ça n'a pas été super au niveau du hockey si je compare avec la série de Bienne Zurich qui a atteint pour moi un niveau assez exceptionnel.
Christophe Je nous peux être dit très d'accord avec toi. Hein. que Fribourg a su gérer comme en championnat. Et Oui, puis, c'est vrai, même si la fin de championnat avait fait un peu peur à certains. Et Dubé avait toujours dit, alors des fois les directeurs sportifs, coachs, Ouais, il faut veut le faire rassurer. attention hein, avant les playoffs, faire attention à ce qu'on dit, C'est ça. à ce qu'on entend, prendre les choses avec des pincettes. Là, il avait annoncé assez clairement, non, nous on est calme, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, on a été bien toute la saison, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Bah, il a eu raison. On a retrouvé un Fribourg, comme Stéphane le disait, sur pilote automatique, avec des gens qui sont dédiés, qui acceptent le rôle. Et un des exemples que je peux donner là-dessus, c'est Diaz. Parce que Diaz, qui a l'habitude de piloter un power play depuis des années, qui est un joueur dominant, qui a beaucoup de temps de jeu, qui est là en deuxième power play, et Fribourg le met quasiment jamais sur la glace. Par contre, son travail à lui, un peu de l'ombre comme ça, mais il rate pas une relance quasiment, il perd pas un puck. Même Dufner, ça a presque l'air d'un international à côté de Rafael Diaz. Non, mais sérieusement, ça bonifie tout le monde. Et ça, faut aussi lui rendre hommage parce qu'il prend un rôle qui était peut-être pas celui qu'on lui avait vendu tout au début, je sais pas, mais en tout cas, ils se font dans le moule et ça fonctionne. Même Führer était bon en défense et on n'a pas beaucoup parlé de Führer. Fin de carrière, etc. Je l'ai trouvé serein, assez bon, défensivement solide, a marqué un gros but évidemment, mais mis à part son gros but, je l'ai trouvé shooter aussi. Tu sais, pour Fribourg, ça a été comme business as usual. Une autre journée au boulot, puis on continue. Puis moi, j'ai trouvé un peu, franchement, Dubé un peu bullshitter dans ses déclarations. Après la série finale, là, j'ai trouvé ah oui, tout va bien, serein, ne vous inquiétez pas, etc. Je me suis dit, au fond de lui, le garçon doit quand même un peu douter. Je pense que le président l'appelait 2 fois par jour. Mais pour être assuré, mais force est d'admettre que ce qu'il nous a annoncé, c'est ce qu'on a eu. Ouais, ils ont livré ça. Et puis, il a aussi très vite dit que Lausanne avait été un adversaire extrêmement compliqué. Il a aussi rendu hommage au travail de l'adversaire battu. C'est un super sparring partner, c'est ça que tu dis? Ouais, je crois qu'il a quand même senti le vendu. Il a quand même senti le vendu parce qu'avec des matchs, à part le match 4 à Lausanne, où là, il y avait un clair manque d'énergie du côté des Vaudois. Le reste du temps, je pense qu'il a quand même un peu serré les dents sur le banc. Hein. Non, mais ça n'a pas été facile. Hein? Ça n'a pas été facile du tout. Je pense que Lausanne a été valeureux, a été intense. A fait du Lausanne. Ce n'était pas par manque d'effort que Lausanne a perdu cette série-là, loin de là. Je pense qu'ils ont un petit peu payé leur pré-playoff. Ils ont joué quand même 4 matchs, 19 matchs ou 20 matchs en 39 ou 40 jours, quelque chose comme ça. Mais s'ils ont eu autant de matchs, oui, il y a un peu le calendrier, mais c'est par leur faute. Parce que Fribourg, s'ils ont eu ce repos avant les playoffs, ben, ils l'ont mérité parce qu'ils ont connu une saison exemplaire. Tandis que Lausanne, ben, ça a pécloté, puis ils ont mis long à se mettre en route. Donc, ils ont été l'artisan de leur propre malheur en passant par ces pré-playoffs. Et puis après, si tu invoques la fatigue, oui, les blessures, oui, mais c'est eux qui sont mis dans le trouble tout seul avant ça. Donc, moi, je pense que clairement, Lausanne a manqué du jus par moment. Sa catch est un peu éteint. Je ne serais pas surpris qu'il jouait un peu blessé d'ailleurs parce qu'il était franchement éteint. Fuchs aussi. Ces joueurs-là ont connu leur pic après Noël, vraiment, pour permettre à l'équipe de quasiment faire les playoffs et puis mais à la fin, on a payé le prix. Là, ils ont été rattrapés un petit peu par les événements. John Fuss a dit assez vite, vous verrez, il y a des joueurs qui jouent blessés. Alors, on imagine bien que le dernier match, Glauser et Genadzi n'étaient pas 100% étant donné qu'ils n'avaient pas fini le match 4. Mais tu penses que c'est Sekac? Alors, Mili, si on enlève Mili, je pense que c'était quand même un des moteurs de l'attaque. Lui, il devait être touché, évidemment, il n'y a rien. Je n'ai pas d'infos. Sérieux, je n'ai pas d'infos là-dessus. Mais moi, quand je regardais, j'ai vu jouer Sekac contre Ambry, même à la fin de la saison et contre Ambry, physique, des mises en échec et duels. Est-ce que vous l'avez vu vraiment donner une bonne mise en échec dans la série contre Fribourg? D'aller vraiment au contact, au duel? Je ne l'ai pas vu, moi. Je ne sais pas. Son côté physique, mais son côté physique était disparu tout à coup. Je ne l'ai pas vu distribuer des charges ou d'aller vraiment au contact, au duel. Je ne serais pas surpris qu'il y avait peut-être une petite blessure à une épaule ou aux côtes ou quelque chose comme ça. Je vous dis ça comme ça parce que ça m'a sauté aux yeux à plusieurs reprises. Je l'ai vu même refuser le duel ou refuser d'aller au contact à quelques reprises. Je me suis dit, oh,
c'est étonnant quand même. Bah, t'es pas le seul à ne pas avoir vu ces catchs sur la glace. Fabrice nous dit que Cotteron a été supérieur au niveau des mercenaires. On n'a pas vu ces catchs. Le seul qui a bien paru du côté du LHC, c'est Gernat. Et il souligne également que la moitié des buts du LHC sont venus des défenseurs. Gaëtan nous dit qu'ils ont dit à Di Domenico qu'il voulait 3 matchs à domicile les supporters et il a répondu, il a dit ok. Ça c'était pour reprendre ce que tu disais sur le 4-0 qu'elle allait venir. Et puis Georges Henry nous dit que le chewing-gum de Christian Dubé lui a bien ramassé durant cette série. Il paraît que c'est le même, hein? Il prend chaque fois le même. Il doit plus avoir de goût. Hein. Et puis autrement, il y a une question, Stéphane. Alors là, elle est plus pour toi de Quentin. C'est l'arbitrage de ces quarts de finale sont à la limite de l'acceptable dans la série Fribourg-Lausanne et bien Zurich. Affligeant. Et chaque année, on se plaint de ne pas avoir d'arbitre au championnat du monde. Ouais, bon, le championnat du monde, c'est pas forcément une jauge, honnêtement. Il y a de la politique là-dedans. Ça, je prends pas ça en compte. Dans la série bien Zurich, je sais pas, il n'y a pas de gros trucs qui m'ont choqué. Hier soir, ils ont un petit peu rangé le sifflet, là. Je pense qu'il y avait une pénalité contre Forster qui aurait pu être sifflée contre Kunti en fin de match. Ouais, OK, d'accord. Mais je pense pas que ça a eu un effet. Je sais pas. J'imagine, me semble, je sais pas, rafraîchissez-moi la mémoire, les gars, mais il me semble que dans cette série-là, il n'y a pas eu de trucs. C'est vrai que dans la série Fribourg-Lausanne, il y a quand même eu des décisions toi à l'envers. D'ailleurs, le duo Borga et Stolk n'ont plus sifflé après les 3 premiers matchs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, bon, évidemment, c'est des décisions qui ont eu quand même des impacts sur le match. Chaque fois, ça a tourné pour Fribourg et contre Lausanne. C'est comme ça. Par contre, moi, je crois toujours que la game est fair, puis à la fin de la journée, ça finit par te rattraper. Là, sur cette série-là, voilà, ça a clairement joué contre Lausanne. Mais voilà, on ne sait jamais. C'est par exemple le but refusé à Berchi. Les arbitres ont avoué la faute, mais c'est 2-1 dans le match. On ne sait pas s'ils auraient gagné, mais voilà, ça aurait probablement changé quelque chose. Dans le résultat, je ne sais pas, dans le déroulement, sûrement. C'est comme ça. Et je peux vous dire, ceux qui crient au scandale du côté de il n'y a pas de complot. Il y a aussi le slashing de Marchand sur le 3-3, là, slashing de Marchand. Il y a aussi quand Kennins vient déglinguer Di Domenico. Il n'a aucune chance de rester debout. Et puis l'arbitre s'était trompé avant. Il a envoyé Kennins sur le banc à la place de Gernat. Il se dit oh, oups, j'égalise en disant que Dido a plongé. Mais là. Celle-là était un peu bizarre. C'était n'importe quoi. Il y a une fois Mauro Jörg qui se fait punir parce qu'on prend des deux côtés. Hein, je pense qu'ils ont été mauvais des deux côtés. Mauro Jörg qui veut soulever la canne de Glauser. Glauser qui ne la tient pas, elle part et Jörg prend 2 minutes alors qu'il y a juste rien. Donc, ouais, évidemment, il y a eu des choses mauvaises des deux côtés. Et puis, encore une fois, ce n'est pas les arbitres qui marquent les buts en powerplay. Parce que, je ne sais plus combien, mais 9,52% en powerplay. Il ne faut pas chercher plus loin. Les occasions, elles étaient là. Après, voilà, on ne les prend pas. Côté lausannois, on ne peut pas dire que c'est l'arbitrage qui a... Non, mais les trucs conséquents, ça a tourné contre Lausanne. On ne peut pas le nier. Le truc de Berchi, c'est conséquent. Le truc de Marchand, c'est conséquent. La pénalité sifflée contre Berchi pour la canne sur Berra, c'est difficile à voir pour les arbitres, sincèrement, mais il y a le powerplay derrière. Évidemment, on peut dire de toute façon, ce n'est pas la story, mais ça aurait pu changer les événements quand même. Probablement pas le résultat final, mais la story, les fautes d'arbitrage claires, dont avouées et dont les clubs ont eu des excuses, ont été clairement en faveur de Fribourg. Il y en a eu d'autres, mais qui n'ont pas joué dans la série. Et si ça a joué en faveur de Fribourg, c'est que Fribourg a été opportuniste aussi derrière ça et en a profité d'une certaine façon. Donc, voilà. Par contre, garder un powerplay à presque 43%, ça va être difficile. Hein. Oui, conjurer, ça va être difficile. Ça, c'est le sujet. Écoutez, je suis en train d'écrire ma chronique, puis mon constat, c'est que Zug et Fribourg, 2 meilleures équipes du championnat, clair, mais là, à 45% de powerplay, là, ça ne tiendra pas. Zug est à 45? 42, 43. Zug est à 10 buts à 10 en 24, je crois. C'est 9 en 21, donc c'est 42,8. Ouais, puis 10 en 24, je pense, Zug. Donc, les deux équipes sont à plus de 45%. Donc, ce que je dis aux fans de Fribourg qui nous écoutent, attendez, puis vous regardez le PDO, le puck clock, le facteur chance, c'est 104 et quelques qui s'accumulent, le pourcentage des gardiens, le pourcentage de réussite devant la cage. Fribourg est à 104 et quelques.
Zug est à 109. Au-dessus de 102, c'est anormal, ça ne tient pas la route. La grande question est de savoir, la loi de la moyenne va faire son œuvre, quand? Si c'est en juillet, on s'en fout. Si c'est dans la prochaine série, ça va être conséquent. Et puis, je dis aux gens, aux fans de Fribourg, ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont super bien joué, mais tous les détails ont tourné en leur faveur. Tout a tourné. Les étoiles sont alignées actuellement pour Fribourg. Est-ce qu'ils seront alignés jusqu'au mois de mai? C'est ce qu'on leur souhaite. Mais si tout à coup, il y a des trucs qui, à un moment donné, il y aura une décision arbitrale qui va être conséquente contre eux, ou le power play va être 0-4 un match, ben ça finit par s'équilibrer. Comme on dit en anglais, la game, elle est fair. À la fin, il y a des trucs qui vont finir par s'équilibrer. Et la question est de savoir si Zug et Fribourg vont pouvoir se maintenir. Jusqu'à quand ils vont pouvoir maintenir ce rythme anormal. Pendant qu'on est sur le powerplay, il y a Kevin qui nous dit que Lausanne aurait pu avoir 20 minutes de plus en powerplay, il n'aurait pas marqué beaucoup plus. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre le 5e match pour avoir des buts en powerplay. Ça a été vraiment peut-être... On dit toujours que les unités spéciales, c'est une clé en play-off. Bah là, on a le bon exemple avec Lausanne. Ah ben là... Et Fribourg. Dans les 3 séries... C'est Lucas Frick qui marque. Hein. Et Garnat aussi, le premier... Dans les 3 séries, ça a été comme ça. Écoutez, Zug, cartonné en powerplay contre Lugano, a fait payer le prix à Lugano pour toute l'indiscipline, parce que Lugano est indiscipliné. Bienne, évidemment, à Bienne, c'est toujours moins pire qu'ailleurs, mais 2 en 27 en powerplay. C'est pire que Lausanne. Mm-hmm. Quasiment pire, ou au moins la même chose que Lausanne. On n'a pas pu marquer de but. On a fait du Lausanne à Bienne, c'est qu'on a de la peine à marquer des buts. Kovar est excellent, où on l'a rendu bon parce qu'on a été maladroit. C'est toujours les deux façons de voir les choses. Et puis, le powerplay de Bienne a été nul à chier. Non seulement ils ont marqué que 2 buts en 27, mais le but gagnant hier soir a été marqué alors que Bienne était en supériorité numérique. Malguin marque à 4 contre 5. Ça ne vous fait pas penser à la série de Lausanne, ça? Ou quand Bikoff fait mal à Lausanne 2 fois. Lausanne revenait dans le match et 2 fois, bam! Les buts de Bikoff, ça a été des game changers. Et puis hier, c'était le 2-0 de l'acte 1 et c'est le 3-1 de l'acte 4 à Lausanne. C'est 2 buts qui font très, 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 très mal. Et puis hier soir, Malguin marque à 4 contre 5. C'est le but qui tourne là, qui scelle l'issue de la série, plus ou moins le 2-1, le but gagnant. Donc, du côté de Bienne, même débat. Powerplay, 0 c'est ça, sauf qu'en championnat, ils ont été un petit peu meilleurs que Lausanne dans cette situation-là. C'était pas un remake de la saison. Disons que la loi de la moyenne a joué, a parti dans l'autre sens. Les étoiles n'étaient pas alignées durant cette série-là, parce que même s'ils ont quand même été valeureux sur l'ensemble de la série. Stéphane, les 2 buts en powerplay de Bienne, on a assisté, on était ensemble, c'était lors de l'acte 1. C'est vrai, c'est juste. À Zurich. Ouais. Il y avait une question de David sur les mises en jeu est-ce que c'était en faveur de Fribourg? Alors j'étais en train de regarder la stat, pas de beaucoup. Ça s'est joué à... Ça dépendait des matchs. À 3 face-off. Il y a eu le match 3, par exemple, où on va loin en prolongation. Lausanne était au-dessus. Le prochain, Desharnais, typiquement, avait connu un jour sans en mise en jeu, et ça se ressent assez vite. Par contre, il a directement corrigé le tir parce qu'il était de nouveau aux alentours, un peu en dessous de 60% le match suivant. Et ça a aussi été un énorme problème du côté de Bienne, qui s'en est sorti toute la saison en étant la moins bonne équipe aux engagements. Le problème, c'est que quand tu joues contre Zurich et que tu ne gagnes pas tes mises en jeu, en face, tu as des gars qui te gardent le puck, puis ça devient difficile de marquer. Et la même chose, là aussi, si tu prives l'adversaire de puck, voilà, ça c'est une idée. Je pense qu'un des principes de Dubé. Azevedo du côté de Zurich est à presque 70%, plus de 100 engagements, 70%, alors que Gaétan Haas, un tout petit 40% là, durant cette série-là. Évidemment, ça a joué aussi. Zurich est très bons engagements, mais spécialement Azevedo, là, 70% sur 7 matchs. Tu as Azevedo d'un côté, tu as Kruger encore à côté qui en gagne presque 65% sur la 62% sur la saison. Ouais. Là, il va y avoir un gros duel. Les fameux duels en demi. Je retourne un petit peu dans le chat, messieurs. Denis nous dit hier soir c'était en faveur de Bienne, sauf erreur au niveau des face-off. Alors j'ai pas les chiffres sous les yeux. C'était très serré.
C'est Christophe qui avait souligné aussi Bikoff comme joueur pour la série entre Fribourg et Lausanne. Et puis on a une question de Patrice qui concerne plutôt l'année prochaine pour le LHC. Il y a 16 attaquants actuellement sous contrat pour l'année prochaine du côté de la Vaudoise Arena. Est-ce qu'il y a un dégraissage en vue qui s'annonce cet été? Ouais, c'est une question qu'il faudrait poser à Svoboda et à Fouch, je pense. Mais ouais. Je sais pas, que Jean-Philippe, tu as des infos? Non, pas d'infos. Il y a certaines signatures comme Almond, on sait qu'il a prolongé, mais c'est pas officiel. Ria, il y a rien qui bouge nulle part. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a un contrat NHL encore. On est obligé Ouais, mais Pascal, tu sais très bien que si tu es aussi dans les patinoires assez régulièrement, tu entends toujours quelque chose, un directeur sportif ou un journaliste qui suit un autre club qui te dit « Ah, mais lui, je crois qu'il l'intéresse. » Là, il n'y a personne qui est intéressé par Ria. Connaissons le joueur, c'est pas possible. Un droitier, sniper, international qui joue. Enfin, non. Je veux dire, si, voilà, c'est en tout cas comme ça que je le ressens, mais s'il y avait de l'intérêt d'autres clubs, on se dirait qu'il a pas signé à Lausanne. À mon avis, il devrait. Enfin, voilà. Mais j'ai pas d'infos officielles béton là-dessus, mais c'est comme ça que je lis la situation, on va dire. Moi, je pense qu'Almond, pour les trois nommés, Almond, Boson et Ria, c'est réglé, je pense. Ouais. Évidemment, Ria, on ne peut pas l'annoncer en cause de la NHL. Il faudra attendre probablement juillet. Mais selon les bruits de couloir, Boson et Almond aurait effectivement prolongé. Maintenant, pour Ria, Stéphane, ils peuvent l'annoncer, hein, si c'est effectivement fait, puisque de toute façon, ils risquent pas de le perdre. Il n'y a plus de match. Non, c'est vrai, tu as raison, mais je sais pas. Écoute, c'est un peu la mentalité à Lausanne de ne pas annoncer durant la saison, d'attendre la fin de saison. C'était comme ça avec Ian Alston. Et puis, je pense que Svoboda a un petit peu la même mentalité. En tout cas, je ne vois pas d'exemple qui me prouve le contraire. Ils n'ont pas l'habitude d'annoncer trop en cours de saison du côté de Lausanne. Je pense que. Et moi, je trouve ça bien, ça, parce que je trouve que je ne comprends pas qu'on parle, par exemple, à Fribourg du budget de l'année prochaine ou des futurs étrangers à l'aube des playoffs. Je trouve que ça peut être un des éléments perturbateurs. Le président, il parle un petit peu trop, dans mon avis. Je veux dire, Berne, par exemple, Berne qui a annoncé son dégraissage, Berne qui a terminé sa saison, qui annonce Gunderson à Lugano, qui annonce Praplan à Genève. Gunderson, il reste excuse-moi, Anderson, je pense Anderson, j'ai dit Gunderson, mais qui fait ses annonces. Ah oui, ils ont leur marketing à faire, il faut qu'ils montrent, qu'ils réagissent, puis qu'ils n'acceptent pas les trucs, mais je trouve limite malhonnête d'annoncer des trucs qui concernent des clubs qui sont toujours impliqués en play-off. Parce qu'on ne sait pas l'effet que l'arrivée de Praplan a eu sur certains joueurs à Genève. Parce que peut-être qu'il y en a un qui son contrat est insécure l'année prochaine, puis qui se dit « Merde, là, ils viennent d'aller chercher Praplan, moi, je suis foutu, quoi. » Moi, Donc, ça joue dans la tête des joueurs. Je trouve que pour un club qui est éliminé, la bonne chose, c'est de se faire tout petit, attendre par respect que les clubs concernés par ces transferts leur saison soit terminée, puis après, tu annonces ça. Je trouve que moi, ça me dérange. Je trouve ça pas correct par rapport aux autres clubs. Toi qui es très keen on tout ce qui est nord-américain, la façon de gérer la ligue, etc. Il y a des joueurs, ils ne parlent même pas au coach. C'est un assistant qui vient lui dire à l'entraînement, écoute, tu prends tes affaires, tu te casses, tu vas à Binghamton en HL. Pas d'explication, rien, tu viens de jouer 3 matchs de suite. Je veux dire, là, tu parles de la communication entre le club et le joueur. Moi, je parle de la communication publique du club. Mais je veux dire, est-ce que pour le joueur, c'est plus agréable ou moins agréable que l'exemple de Praplan que tu donnes? Moi, honnêtement, personnellement, je ne parle pas pour le joueur, je parle pour les autres clubs. En NHL, on n'envoie pas de joueurs dans les mineurs à l'aube des playoffs. Durant les playoffs, il n'y a plus rien qui se passe. Durant le money time, en NHL, basta, tu n'as pas le droit. Ce que je dis, c'est que pour un club comme Berne, qui a son propre marketing, je comprends peut-être un peu de leur côté parce qu'ils doivent montrer un peu qu'ils font quelque chose parce que ça ne va pas bien du côté de Berne. Et je trouve ça pas correct pour Genève et Lugano, que j'aime ces deux-là, de commencer à parler des éventuels transferts, etc., etc. C'est comme si, je ne sais pas, moi, Lugano éliminé ou, je ne sais pas, une équipe éliminée a dit, nous, de toute façon, l'année prochaine, Ria s'en vient chez nous, alors que Lausanne est en play-off. C'est un exemple que je donne. Je trouve que ça fait Mickey Mouse un peu. Je trouve que ça fait pas respectueux. C'est mon avis. Voilà. Steve est d'accord avec toi dans le chat, Stéphane. Il me semble que pour Praplan, ça a été annoncé juste après la fin du pré-playoff. Donc le Genève était éliminé
Anderson, il y avait peut-être encore, Il y a un les ou deux rumeurs matchs. qui couraient, les bruits de couloir aussi, etc. Bon, bref. La C'est problématique, c'est que important. si tu discutes avec les directeurs sportifs, ils vont dire ah, moi j'aime bien être fixé, j'aime bien que ce soit fixé avant ou que mon club communique dès que c'est signé, comme ça traîne pas et puis il n'y a pas Mhm. de supputation dans les journaux où ça sort pas parce que tu as le journal à l'autre bout de la Suisse qui a annoncé que le joueur il venait pas dans le club qui suit et puis voilà. Il n'y a pas de solution idéale pour moi. De toute Bon, façon, on vient à de ce Lausanne. De toute côté-là. façon, l'idée de départ, c'était Lausanne. Oui, Effectivement, pour revenir à la question de base, c'est ce qu'il y a eu un gros contingent, oui. Mais voilà, il y a peut-être des joueurs qui sont aussi sur le marché ou sur le départ. On sait que maintenant, on l'a vu à Berne, hein, le fait que vous avez un contrat garantit plus grand-chose. Oui, ça te garantit, mais le club peut te dire, écoute, nous, on voudrait faire un changement. En NHL, on passe par des échanges. Là, on se dit aux joueurs, est-ce que tu accepterais de mettre un terme à ton contrat ou de partir ailleurs parce que tu ne figures plus dans nos plans? Peut-être que certains joueurs, ce sera le cas de certains joueurs du côté de Lausanne. À voir. Certains joueurs ont été moins utilisés en fin de saison. On peut dire son Clairement. nom, je crois. On Ben, peut il y a dire Douai, Baumgartner. Hein. Baumgartner, Douai et puis Maillard. Maillard un peu plus. On ne sait pas trop quel est le rôle de Maillard. Il n'a pas retrouvé sa place dans l'alignement. Douai a été mis de côté en fin de saison plus souvent qu'à son tour. Il s'est retrouvé souvent 13e attaquant. Maillard et Douai, sauf erreur, à la reste d'une année de contrat. Et puis Baumgartner, Il en reste deux. Hein. Baumgartner, je sais pas. Moi, je prendrais ça comme un petit message parce que dans les playoffs, a été mis de côté ou a été aligné, mais pas mis sur la glace. Je Ça, sais c'est pas le pire, si. hein, je crois. Ouais. Tu passes deux matchs sur le banc. surtout, hein, Ouais, ouais. ouais, c'est dur. Bon, on a fait la même chose avec Bougro à Fribourg. Là. Bougro Ouais, il était coûte sur pas le cher, banc c'est toute la ça. série. Ouais, semble-t-il, mais je pense qu'il est en partance pour Cloton. Mais, Mais là, voilà, est-ce que t'annonces ces quelque trois chose joueurs... sur un club qui est encore engagé. Hein. Enfin, sur deux clubs qui sont encore engagés. Ah, c'est c'est ça. pas moi qui l'a sorti, ça a sorti, je ne sais pas où, Cloton, etc. Bon, lui, il veut de la glace, Bougro. Je pense pas que Bougro, visiblement, Bougro, vu l'utilisation que Dubé en fait, je ne crois pas qu'il figure dans les plans, sincèrement. Le message est assez clair. Mais il y en a un autre qui va arriver qui n'est pas annoncé, à mon avis, là, à peu près du même acabit. Mais pour revenir à Lausanne, peut-être qu'il y aura un dégraissage ou peut-être que certains joueurs seront prêtés à d'autres clubs aussi, parce qu'on sait qu'on peut prêter un joueur pour la saison en licence B, peut-être à joueur ou quelque chose. Je n'ai pas d'infos là-dessus, mais clairement, les trois joueurs qu'on a nommés, C'est je sais pas. la Bon, remarque de Patrice dans le chat. Si Svoboda veut prêter Baumgartner à Joie, c'est volontiers. bon, Ouais, Mais il faut voir ça aussi va les pas- conditions après qui sont à joueur proposées par à moyen de Joie. le payer, ça c'est clair. Mais bon, j'allais dire, ouais, quand je parlais du salaire du joueur qui coûtait pas cher, je parlais pas de Bougro. C'était ironique en parlant de Baumgartner, parce que là, on est allé le chercher, prix d'or presque hein, pour un joueur de cet âge-là, c'est assez cher. Et puis 4 ans. Et puis là maintenant, on se dit plutôt, ouais, on a essayé de le faire jouer au premier bloc, on a essayé de jouer à l'aile, on l'a essayé au centre. Finalement, on l'a essayé sur le s'il a- powerplay jusqu'à Noël. Ouais, il a peut-être. D'un côté, est-ce qu'il n'a pas su saisir sa chance? Est-ce que l'environnement ne lui convient pas? Lui qui a toujours été à Davos avec les juniors, il est ensuite entré dans la première équipe, dans un état d'esprit différent hein, au niveau du club. On ne travaille pas la même chose, je ne sais pas. Une autre langue, pourtant tout se passe en anglais aussi, donc je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Mais c'est vrai que le message est assez clair qu'à la fin de l'année, dans les money time, dans les matchs importants, mais tout à coup, c'est lui qu'on a mis de côté pour X raisons. C'est vrai qu'on l'a signé pour 4 ans, mais toi, si tu es agent de Baumgartner aujourd'hui, ton joueur est malheureux. Tu as envie qu'il joue, il a besoin de jouer, il doit encore se développer. Ton joueur est malheureux, il t'appelle, évidemment, il est malheureux, le kid, c'est un jeune, il va avoir 22 ans, c'est 22 ans cette année. Là, il appelle, puis il dit, je ne joue plus, là, est-ce que je reste ici pendant 3 ans dans ce rôle-là, ce qui pourrait faire du mal à ma carrière, ou est-ce que je dis, laissez-moi aller ailleurs, quitte à prendre une baisse de salaire? Donc, peut-être que son agent va dire, il y a peut-être Lugano qui te reprendrait parce qu'il avait fait une offre, ou Ambry, ou peu importe qui. Il dit, au lieu de te donner X montant, on te donne 100 000 de moins, mais au moins tu vas jouer. Donc, si vous êtes Baumgartner à 22, est-ce que tu prends un pay cut de 100 ou 150 000 pour jouer? Parce que ta carrière, tu es au début de ta carrière, tu ne peux pas te permettre de rester sur le banc, ou tu restes à Lausanne en disant, payez-moi, moi j'ai mon salaire, puis je vais signer le contrat, payez-moi.
Moi, je pense que le jeune, il va accepter de partir peut-être pour un peu moins d'argent. Je pense aussi, parce que présenté comme ça, oui, mais ça, c'est aussi peut-être la première erreur de casting du nouveau directoire. Hein. Oui, c'est clair qu'il a. Je pense qu'on attendait un petit peu plus de Baumgartner. Mais moi, je trouve qu'on a quand même été patient avec lui parce que jusqu'à Noël, voire en janvier, on l'a utilisé partout, avec tout le monde. À l'aile, ça n'allait pas, on l'a mis au centre. Au powerplay, ça n'allait pas à droite, on l'a mis à gauche. Et il n'a jamais trouvé sa place. Après, c'est sa faute de qui, je ne sais pas. Mais toujours est-il que par contre, il est jeune. Il est jeune, donc on peut dire, attends, là, il a 22 ans cette année. Est-ce qu'on peut peut-être être un peu patient avec lui? Peut-être. Oui, mais si c'est patient et le laisser sur le banc, ça sert à rien. Ah non, pas dans ce sens-là, c'est clair. Mais je pense que c'est pour ça que moi, je pense qu'il va aussi chercher le pay cut. T'as 35 ans, ça se discute, voilà. Il te reste 3 ans de contrat. Ouais, tu t'assieds dessus. Tu t'assois sur le banc, puis tu prends l'argent. Tu penses à l'avenir, tandis que quand t'es un jeune joueur, si tu passes 3 ans sans jouer un match, tu sais très bien qu'au bout du contrat, tu vas plus en avoir. C'est entre guillemets un arrêt de mort pour sa carrière. S'il reste 13e, 14e attaquant sans jouer une seule seconde dans des matchs qui font 105 minutes. Oui, effectivement. Moi, le jeune est très certainement malheureux. Ça, il n'y a pas de Douai. Douai est une étape différente de sa carrière. Il reste 1 an de contrat. Peut-être qu'il va rebondir ailleurs. Moi, je pense que Douai peut intéresser un certain nombre d'équipes. Ça reste quand même un joueur de rôle. Moi, je pense qu'à Joie, par exemple, pourrait s'intéresser à un Douai qui pourrait avoir un rôle sur une 2 ou une 3e bloc, à mon avis. Mais après ça, il faut voir le prix. Il peut y avoir un accord entre les clubs. Anderson est parti à Lugano, puis Berne va assumer une grande partie du salaire, semble-t-il. Donc, ça peut être ça aussi dans le cas de Baumgartner et dans le cas de Douai. On sait que c'est des choses qui se font de façon courante. On le voit avec Yannick Herren. Yannick Herren est à Lugano, au frais de Fribourg-Gotteron. Il a encore une année de contrat avec Fribourg. Là aussi, il faudra que Christian Dubé trouve une solution parce que je ne pense pas qu'il entre dans les plans pour la saison prochaine. Non, clairement pas. Non, je ne pense pas que. Effectivement, donc il y a quelqu'un qui devra bien le payer. Parce que Lugano, voilà. Mais Herren est à une étape différente. En ayant discuté avec le directeur sportif Nat Domenichelli à Lugano pendant les pré-playoffs de Genève, bien c'était juste avant, donc en saison régulière contre Fribourg, et la question de Herren est venue évidemment sur le tapis, et lui disait ce joueur-là, oui, on l'utilise en 3e ligne, il m'intéresse, mais le problème c'est le price tag, donc je ne veux pas payer ce qu'il coûte. Voilà. Tous les joueurs ont un prix. Hein. Moi, je m'intéresse à tous les joueurs, mais ça dépend du prix. C'est toujours la même chose. Hein. Donc, on a tous c'est comme Maillard et Douai. Il y a probablement qu'un joueur serait intéressé, mais ça dépend du prix. Baumgartner aussi. Et puis, voilà, c'est toujours une question de prix. C'est toujours la même chose. Mais il y a des joueurs quand même qui rebondissent sur leurs pattes, là, qui retrouvent des contrats. Même après des saisons ratées, on retrouve des contrats lucratifs. Là. Je pense à Praplin du côté de Genève et tout. Là, tant mieux pour les joueurs, mais j'espère pour lui, pour Gauchi, que Praplin va retrouver une nouvelle vie, un nouvel élan. Puis si c'est le cas, Gauchi va passer pour un génie, les gars. Messieurs, rapidement. Il était déjà un pressenti à Genève avant de signer à Berne. Au moment où il est rentré d'Amérique du Nord, il y avait déjà des contacts. Donc, ce n'est pas quelque chose que. Enfin, il y avait déjà un terreau fertile pour que ça se passe. Mm-hmm. Rapidement, messieurs, si on fait le bilan de la saison du LHC, qu'est-ce qu'on peut en dire? On a cru à un moment que c'était une équipe. Il y a un moment, début de toute l'année 2022, on s'est dit, tiens, c'est bon, ils ont compris, ils ont réussi à trouver quelque chose qui fonctionne. Il y avait des lignes qui restaient en place. C'était une machine, honnêtement, c'était une machine de guerre, cette équipe-là, depuis janvier, janvier-février. Après, il y a eu ce petit point qui a manqué pour passer du bon côté de la barre. Il y a eu les pré-playoffs. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça a un petit peu déréglé la machine. Et puis, il faut peut-être après donner du crédit à Fribourg aussi dans la fin de saison. Moi, je dirais rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ils se sont cherchés jusqu'en janvier. En janvier, on a trouvé des solutions, mais c'est vrai qu'à l'automne, c'était up and down, beaucoup de changements, beaucoup d'essais. On n'a pas trouvé
Même en Champions League, en début d'année, les matchs, ça a été très inconstant, très erratique par moments, du très bon certains soirs. On dit, wow, ça y est, c'est parti. Whoop, catastrophe le lendemain. On les croyait 2 défaites de suite. On dit, ça y est, ils partent dans une spirale négative. Ils gagnent le 3e de belle façon. Je dirais imprévisible. Comme Steph, tu m'avais dit très tôt, tu m'avais même mis en garde, tu m'avais dit, regarde, Lausanne, c'était, je dirais, en novembre, quelque chose comme ça, tu m'as dit, tu verras, ça va être comme ça toute la saison. Mm-hmm. Ben, ça a été comme ça. Ça a été comme ça jusqu'en janvier. Janvier, février, mieux, mais en play-off, c'est redevenu comme ça. Alors là, il y a le manque d'énergie sur le match 4. On peut aussi, je sais pas, peut-être, on peut peut-être le mettre, l'expliquer, parce que John Foust a vraiment coupé son banc dans les prolongations 2 et 3 pour essayer de forcer la décision dans le match 3 à Fribourg, et ça a coûté des forces. Mais bon, c'est un détail dans le bilan. Mais moi, je pense que si vous regardez, ils ont été bons en janvier, février, tac, et en play-off, même en pré-play-off contre Ambry, ça a été la même équipe qu'à l'automne. Beaucoup de volume de jeu, peu de réussite, unité spéciale moyenne, exécution moyenne, mais volume de jeu intéressant. Et voilà, elle est redevenue en play-off l'équipe plus ou moins qu'on a vue dans le play-off à l'automne, et ce n'était pas une question de volonté. Et moi, j'aimerais aussi parler des gardiens. On a dit depuis le début de l'année que Lausanne avait 2 gardiens numéro 1. Je pense que les gardiens ont été corrects, mais pas plus. Si vous regardez leur moyenne en championnat régulier, c'est même pas 91%, même c'est 90%. Aucun n'a été au-dessus de 91%. En play-off, regardez la moyenne des 2 gardiens en dessous de 90%. On ne peut pas dire qu'ils ont été faibles. On peut pas dire non, Boltzhauser en play-off, c'est 92-54 sur 2 matchs. Oui, mais Tobias Stéphane est à 86. Donc, si tu regardes la moyenne cumulée, c'est en dessous de 90%. Ouais. La moyenne cumulée est en tout. Après ça, oui, j'ai préféré Boltzhauser à Tobias Stéphane. Malheureusement, il s'est blessé. Mais je ne dis pas que Tobias Stéphane n'a pas été bon, mais il n'a pas été dominant. Je pense au but de Kylian Motin en powerplay. Le dernier match où il a son one-timer, il essaie son tir frappé entre les cercles et la ligne bleue, pas de screen. Il prend. OK, tir est parfait, bravo Kylian. Mais à un moment donné, c'est le genre d'arrêt qu'il faut que tu fasses. Est-ce que tu dis que Berra ne l'aurait pas appris, c'est ça? Comment tu dis? En comparaison, Berra, quand il n'est pas masqué, c'est difficile de lui marquer un goal. C'est ça que tu dis? Exactement. Je pense que Berra a fait ces arrêts-là, a fait de gros arrêts. Il a fait ce qu'il devait faire, plus des gros arrêts au moment opportun. Tandis que je pense à un arrêt, notamment contre Cannins, là, dans le slot, qu'il a challengé, je ne sais plus quel match à Fribourg, où je me suis dit, wow, un peu comme Kovar a fait hier. Et Tobias a fait les arrêts qu'il devait faire. Il n'a pas pris de sapin, comme on dit au Canada, ou de trucs épouvantables, sauf qu'il n'a pas fait les gros arrêts que les gardiens doivent faire en play-off pour accéder à la victoire. Donc, entre 86, 87, 88 de moyenne et 93 ou 94 de Berra, il n'y a pas photo. Alors, mais je trouve que les 2 gardiens de Fribourg, de Lausanne, n'ont pas été mauvais. Je trouve que Boltzhauser a été un peu meilleur que Stéphane dans l'ensemble de la saison. Stéphane a peut-être été ralenti par les blessures, mais le fait est que les gardiens de Lausanne ont été corrects et pas parmi les meilleurs de la Ligue, alors qu'on estimait en début d'année que Lausanne, avec 2 gardiens qui peuvent être numéro 1, était en business, comme on dit, et je crois que ça n'a pas été le cas sur l'ensemble de la saison. Et ça a peut-être été, si vous conjuguez ça au fait qu'on avait de la peine à marquer des buts, des gros buts, ben ça fait la différence entre une saison où tu finis 3, une saison où tu finis 7 ou 8, à mon sens. C'est vrai que par rapport à l'année passée où les 2 gardiens avaient été quasiment pas blessés, hein, ils avaient pu se challenger l'un l'autre pour être meilleurs. Et là, cette année, ils ont souvent été le seul gardien valide, avec soit Östlund, soit Huberti, soit Giovanni comme en fin de play-off, comme numéro 2. Donc des gardiens, ils savaient qu'en fait que derrière, leur poste, il n'était pas réellement en danger. Il n'y avait pas de main chaude. En fait, on n'a pas perdu à cause des gardiens, mais on n'a pas non plus gagné grâce aux gardiens. Ça fait toute une différence. Hein? Alors qu'à Fribourg, des courses, c'est quand même sorti en quart. Hein? Ça change. C'est ça. C'est ce que je dis. C'est que j'explique la saison moyenne ou la saison d'anti un peu à cause de ça.
Et puis, ils ont été sortis en quart, peut-être aussi un peu à cause de ça. Et une des différences entre les deux équipes, entre Fribourg et Lausanne, une des différences flagrantes pour moi, en plus des unités spéciales, c'est la performance des gardiens. Très bien. Messieurs, je vous propose qu'on fasse un peu la même chose, mais avec Bienne. On en a déjà un petit peu parlé, mais de se focaliser un petit peu plus sur Bienne et sur la fin de série entre Zurich et Bienne. Ça s'est terminé hier soir, alors que Bienne avait eu 2 pucks de match. Finalement, Bienne les a gâchés, mais pour moi, qui ai suivi le début de la série sur tous les matchs à Zurich, ça s'est pas joué lors des 2 derniers matchs. Cette série, Bienne avait l'occasion de l'emporter plus tôt, n'a pas réussi à transformer, notamment sur le match 3, celui qui s'est terminé en prolongation sur le 1-0. C'est à mon avis là qu'il y a eu peut-être la différence, et on a une question de Denis qui nous disait Bienne, c'est le plus beau powerplay de tous les temps, de manière ironique. Ils ont montré aux jeunes ce qu'il ne faut pas faire. Comment a-t-on pu en arriver là? Stéphane, toi qui as vu les buts en powerplay à Zurich. Écoutez, le powerplay, c'est toujours un problème énigmatique. C'est tellement dur à entraîner. Quand ça se met à mal aller, les joueurs serrent la canne, font des mauvais choix. Là, on leur dit mettez plus de puck au goal, alors ils font des mauvais choix. C'est très compliqué. Quand tu es sur une mauvaise lancée en powerplay, c'est très, très dur à corriger. Et puis, ça devient le focus. En saison régulière, ben, ça part dans le... Personne ne fait trop de focus là-dessus. Les commentateurs le disent, ils n'ont pas marqué depuis 3 matchs en powerplay. Ça passe comme une nouvelle séquence, une mauvaise séquence comme il y en a durant l'année. Mais en playoff, ça devient une crise. Ça devient un focus, ça devient une psychose à l'interne. Tout le monde en parle. En Suisse romande, même ceux qui ne suivent pas le hockey savent que Lausanne était nul en powerplay. Et du côté de Bienne, ben, je pense que tout le monde sait dans la ville que s'ils avaient marqué en powerplay, ils n'avaient pas marqué en powerplay. S'ils avaient marqué en powerplay, ils auraient peut-être gagné la série. Donc, ça devient très difficile à corriger à court terme. Ça devient un problème. Puis là, le coach, il se dit, est-ce que je change mes combinaisons? Et qui dit changement dit frustration à l'interne. Voilà, c'est très difficile à gérer cette situation-là. Puis la preuve, c'est que si c'était facile, tout le monde aurait 20% toute l'année, mais ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. C'est vrai qu'on a vu. Alors, il a essayé de garder ses lignes identiques à chaque match, mais il a dû quand même composer Antti Termanen avec les blessures, les maladies, les retours, les absences, les changements stratégiques qu'il a voulu faire aussi, hein, avec ce 3e match dont je parlais, où il a mis Pope à la place de Chikin pour essayer d'avoir 5 attaquants enfin 3 attaquants étrangers et 2 défenseurs étrangers sur la glace. Moi, je pense que l'absence de Brunner a pesé offensivement du côté de Bienne. Il a été on and off. Il n'a pas joué tous les matchs. Il a joué 3 matchs? 4 matchs, quelque chose comme ça. Je ne sais plus par cœur, mais il a joué un match. Il a joué le match 3 et les derniers. Il a loupé le match 4 et il est revenu pour 5, 6, 7. Le 2 aussi, je crois, quelque chose comme ça. Bref. Dans le 2, il n'a pas joué. Il n'était pas à 100%, notre ami Brunner. Les adducteurs, inflammation... Voilà, traitement et tout. Donc, Brunner, c'est quand même en points par match. C'est quand même le meilleur marqueur de HC Bienne cette année. C'est 1 point par match, une vingtaine de buts. C'est une bougie d'allumage. C'est le gars qui peut te sortir un but de n'importe où en power play à 5 contre 5. Et je pense qu'il a clairement manqué par son absence et par le fait qu'il a été blessé. On a perdu l'œuvre aussi du côté de Bienne en défense pendant 2 matchs. Et je ne sais pas dans quel état il a joué le dernier match, parce qu'on sait quand tu arrives au match 7... tu dis, bon, allez, je serre les dents, ça fait un peu mal, mais je peux jouer avec. C'est pas une blessure, Stéphane, il était malade. Ah, c'est la version officielle. Donc, à savoir ce qu'il avait, voilà. Ouais, OK. Mais voilà, donc il était absent, disons, au mauvais moment. Ça a pesé dans la balance, clairement, du côté de Bienne, même si Bienne a joué, je pense, une excellente série. Je le rappelle, moi, j'ai adoré cette série-là. J'ai adoré le jeu du HC Bienne, une fluidité, un jeu de transition. Les sorties de zone dans les premiers matchs n'étaient pas les mêmes que dans les matchs suivants. On a vu beaucoup de jeux renversés, beaucoup de patience. On revenait en arrière, beaucoup de D2D. Dans les 2-3 derniers matchs, c'était des quick-up, tac, on repartait à l'attaque, etc. Avec une facilité, une aisance. Franchement, moi, le Tormainen s'est ajusté tactiquement, ça a été impressionnant. Et puis du côté de Zurich aussi, on a vu des petits ajustements tactiques dans l'alignement et tout. Et je pense que cette série-là, moi, personnellement, en studio, on l'a eu, je l'ai suivi aussi, j'ai regardé un peu des matchs le lendemain. C'est une des bonnes séries, une des meilleures séries que j'ai vues depuis longtemps.
honnêtement. Si je la compare avec Fribourg-Lausanne, hein, c'est une grosse coche au-dessus. Grosse coche au-dessus au niveau de tactique, technique. Et moi, je dis des séries comme ça, on en redemande quand vous voulez. C'était serré. Écoutez, après le match 6, les deux équipes avaient exactement le même nombre de tirs cadrés et la moyenne cumulée des gardiens, la moyenne de Kovar est à 93,88 et les Pope et Chikin cumulés, c'était 93,88. Plus serré que ça, tu ne peux pas. C'est incroyable. On a eu 2 matchs de 1-0 où on pourrait dire des matchs de 1-0, c'est chiant au hockey. Mais non, on ne s'est pas ennuyé. Il y a eu des chances de marquer, il y a eu des jeux. Et moi, j'ai été ébloui, franchement ébloui par cette série-là, qui j'espère qu'on aura une autre série comme ça entre Fribourg et Zurich. Mais je pense que oui, je pense qu'on a 2 bonnes équipes qui vont s'affronter. Mais Bien a été valeureux. Malheureusement, on n'a pas su faire la différence au bon moment et ça s'est joué sur des détails. Le malheur de Gaétan Haas hier faisait un petit peu peine à voir. Il faut relativiser les choses. Ça reste un jeu, ça reste du hockey. Mais il était vraiment triste à la fin de la série hier en entrevue. Il y a Patrice qui a écouté l'émission hier parce qu'il a relevé que tu apprécies le jeune Schleffer. Écoutez, oui, non, mais et il met un petit clin d'œil en disant c'est dire. Non, mais moi, le jeune Schleffer, moi, je ne le cache pas. Moi et son père, on n'est pas des grands amis, mais ça n'a rien à voir avec le gamin. Et le gamin, je trouve que c'est un joueur qui n'est pas hyper talentueux, mais qui a trouvé sa niche. Il est assez costaud, il est puissant physiquement, comme son père. Hein, c'est un amour à glace, ce garçon. Et il joue dans ses limites à lui de façon exceptionnelle, je trouve. Hier, il a été utilisé à un moment donné sur le power play. Il a donné des chiffres extra avec la première ligne. Il a vraiment très, très, très bien joué pour dire que c'est un jeune match 7, tu peux être écrasé par la pression et tout. Pas du tout. J'ai souligné plusieurs fois son implication dans le jeu. Il peut jouer physique. Et je pense que ce jeune-là, s'il joue de cette façon-là, ça va être un joueur de rôle toute sa carrière. Ça va être un gars de 3 ou de 4 toute sa carrière. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas un top 6. Mais s'il joue de cette façon-là, je vous le garantis qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont être intéressées par ses services. Il est encore jeune, c'est un 2001, 21 ans. Je vous garantis, il joue de la bonne façon, le kid. Il joue de la bonne façon, puis visiblement, il accepte son rôle. Moi, je dis chapeau. Ça a été le joker de Tormanen, parce qu'au début de la série, il le met en première ligne avec Salinen non, avec en deuxième ligne. Il l'a mis au centre de la 3 aussi. Ouais, il l'a utilisé à peu près partout, en fait. Mm-hmm. C'était son gars bouche-trou pour compenser les absences de Brunner, notamment au début de la série. Essayer d'équilibrer ses trios sur la longueur. Donc c'est vrai que c'est... il a même un match, il le commence comme 13e attaquant, puis il finit avec plus de 10 minutes de temps de jeu. Donc c'est vrai que c'est, voilà, c'est, comme tu dis, c'est un joueur, on peut souligner sa progression et sa performance. C'est précieux pour un coach, hein, de savoir que, hey kid, vas-y, va à gauche sur ce ligne-là, après ça va au centre sur ce ligne-là. Demain, tu es 13e attaquant, mais le match d'après, tu vas être au centre de la 3 avec un étranger. Toi, tu dis, puis il répond, puis le fait qu'il y a cet aspect dans son jeu, qui est le jeu physique, qui va être une carte, une grosse carte dans son jeu là, pendant plusieurs années, à mon avis, parce qu'on n'a pas beaucoup de ce genre de joueurs. Ça va être un power forward qui, au mieux, pourrait devenir un Kunzle ou quelque chose comme ça, éventuellement, à 25-30 ans. Mais dans un rôle comme ça, en Suisse, là, on n'a pas tant de joueurs qui jouent ce rôle-là. On me fait un peu penser à Simon Knack, dans le style power forward, même si il est plutôt utilisé... Je vais être dur avec toi. Je pense que Schleffer a un nettement meilleur sens de jeu que Simon Knack. Ah non, alors ça, c'est mais c'est vrai que c'est juste un gros joueur jeune qui joue avec des adultes depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Oui. Dans l'idée, peut-être qu'effectivement, au niveau du sens du jeu, il y a à faire. C'est avec Volven qu'il peut apprendre, peut-être. On avait quelques questions aussi sur Gaétan Haas, sur la performance. Steph, tu t'es souvent exprimé en disant que dans le rôle qu'il avait, dans le rôle qui lui a été donné, c'était une déception, mais qu'il n'ait pas fait des mauvaises choses. Écoutez, j'en parle dans ma chronique, d'ailleurs je vais en parler. Je vais vous dire un peu ce que je pense de Gaétan Haas. Alors, à sa décharge, je vais dire d'abord, je vais le décharger. Il y a eu une vilaine blessure en début de saison, milieu du corps, l'abdomen, qui l'a bien emmerdé. Il a été malade à l'aube des playoffs, il a perdu des kilos, mauvais timing pour lui.
Puis, c'est un retour sur terre après 2 ans d'NHL, à jouer 3 minutes par match, retour à Bienne, retour à la maison. Voilà, 3 éléments qui font que sa saison a été peut-être plus compliquée. Ceci dit, quand on va chercher un joueur de centre, quand on va chercher un gars, un des meilleurs joueurs suisses de notre équipe nationale, un joueur de centre, qu'on lui donne un pont d'or pour 5 ans, puis on lui donne le C, puis on dit « tu es centre numéro 1 de notre équipe », je pense qu'on est en droit de s'attendre à un peu mieux offensivement. Il a fait, sauf erreur, 22 points en 37 matchs. Il a marqué 6 buts seulement en championnat, 2 assists en 7 matchs de play-off, pas de but. Donc, comptez-le comme vous voulez, ça fait 6 buts en 44 matchs. Puis de ces 6 buts, je pense qu'il en a marqué 3 contre Ajoie, puis une dans la cage vide. Alors, je veux bien que Gaétan Haas soit remuant, travaillant, joueur d'équipe, qu'on l'adore. Il a plein de qualités que je lui reconnais, puis ça reste un super bon joueur de hockey, puis je l'apprécie beaucoup. Sauf que quand tu vas chercher un gars à ce prix-là, pour 5 ans, tu en fais ton capitaine, on est en droit de s'attendre à de meilleures performances offensives. Et je pense que les performances offensives de Gaétan, même s'il a été valeureux dans la série contre Zurich, puis il a pas mal joué, il doit apporter plus offensivement. Ça ne suffit pas pour un gars comme lui de dire « Ah, mais il a travaillé, il a des bonnes stats avancées, il est pas mal aux engagements. » Bon, il n'a pas été très bon aux engagements dans la série, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est des qualités qu'on soulève pour un joueur de 3e, 4e bloc. Pas pour un joueur de centre numéro 1. Si Gaétan Haas était un étranger qu'on avait engagé cette année, débarqué de la NHL, imaginez que Dominique Cahoun aurait eu cette saison-là à Berne. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Catastrophe. Ça ne suffit pas. Il n'a pas fait son job. Mauvaise pioche. Mais Gaétan Haas, c'est un petit peu ça quand même. Je pense que l'année prochaine, ce sera beaucoup mieux. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'impatience dans son jeu, beaucoup de frustration. On l'a vu souvent faire des gestes de frustration face à son incapacité à marquer des buts. Et je pense que ça n'a pas été bon. Son body language n'est pas toujours adéquat. On peut le comprendre. Mais je trouve que Gaétan Haas a eu une saison, malgré tout ce que j'ai dit, quand même décevante. Et je pense que Bienne s'attendait quand même à un petit peu mieux. On sait que ce n'est pas un gars qui va te marquer 25 buts, va te faire 70 points. On sait que ce n'est pas ça. Mais là, quand même, offensivement parlant, il devait apporter plus. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi Bienne n'a pas trouvé, malgré des bonnes performances, n'a pas fait trouver la façon de gagner contre Zurich. Jean-Philippe, une réaction? Je me réjouis de voir aussi, là, ouais, juste de voir, je suis assez d'accord sur le fait qu'on pouvait attendre un peu plus. Il a aussi mis en lumière, là, Stéphane, les problèmes qu'il a connus durant la saison, les problèmes physiques notamment. Je me réjouis de voir maintenant quelle est la capacité de Gaétan Haas de dire « Ok, cette saison, elle est passée. Maintenant, il faudra quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, aller au soleil un petit coup et puis revenir, se remettre à travailler et puis avoir un Gaétan Haas en pleine forme, avec le plaisir de jouer qu'il avait perdu en Amérique du Nord. Et puis, voilà, sa ligne, elle va pas beaucoup changer. Il n'y aura plus Michael Hugli pour venir donner des coups de main de temps en temps, puisqu'il sera parti. Mais sinon, je me réjouis de voir. Parce que cette capacité de rebondir, tu sais que tu as encore 4 ans, tu sais qu'on compte sur toi, tu sais que tu es quelqu'un d'important dans ce club-là, même pour après la carrière, si je me souviens juste, il y avait encore quelque chose qui était prévu. Donc, ouais. tout le côté contrat, tout le côté, on va dire, recherche plan de carrière, il est libéré de ça. Maintenant, OK, il y a eu cette saison qui a été compliquée. Je me réjouis de voir sa capacité à rebondir et j'ai tendance à plutôt lui faire confiance. Je me réjouis de voir comment ça va. Est-ce qu'il ne s'est pas mis peut-être un petit peu trop de pression? Est-ce qu'il ne s'est pas arrivé là justement en se disant là, moi, je dois tout faire. Maintenant, je suis leader, je dois marquer 25 buts, ce qu'il n'a jamais fait dans cette ligue, il n'a jamais marqué plus que 15. En fait, est-ce qu'on ne l'a pas mis dans un rôle qui n'est pas le sien? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Parce qu'à Berne, souvenez-vous qu'il était 3e joueur de centre derrière 2 étrangers. Donc, il n'a jamais eu la pression de dire faut que tu fasses marcher le pipi. Faut que tu fasses 50 points, 1 point par match. Faut que tu sois. Il n'a jamais eu cette pression-là. Et puis encore moins en NHL.
c'est peut-être un step prochain, le prochain step. Alors, c'est Oui. clair que passer de troisième centre en NHL, il a aussi joué les utilités dans des lignes où sa créativité offensive n'était pas du tout demandée. Il fallait bosser, il fallait gratter. Il a fait des points, oui. Et puis, ça ne lui plaisait pas. Il a quand même, voilà, il a parfois dû serrer les dents pour ne pas partir tout de suite. Il y en a d'autres qui sont partis plus vite. Et puis, il a fait ses 2 saisons avec Edmonton. Et puis, voilà, il y a aussi cette réadaptation. Stéphane, tu ne vas pas me contredire là-dessus, je pense, mais tu ne joues pas la même chose dans un bottom 6 que en NHL sur des petites patinoires que dans un top 6 sur des grandes patinoires en Suisse. Donc là aussi, il y a eu un truc d'adaptation. Voilà, on peut y trouver plein de petites excuses. Et puis, ces excuses-là, elles ne seront plus là l'année prochaine. Et il faudra peut-être juger sur pièce à ce moment-là. Mais je pense que lui, honnêtement, on le voyait hier, la déception. On le voit dans son body language. Je pense qu'il est déçu aussi de la tournure des événements. Pas de chance, machin. Et je pense que cet été, peut-être, ça va. Parce que tout est arrivé rapidement l'été passé. Hein. Il est arrivé comme ça, tac, 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 tac. Et puis peut-être que là, voilà. Une été complète à Bienne, je suis bienvenu, etc. La famille est là. Moi, je pense que ça va être. Et je pense que c'est ce que Tormainen espère, parce que Tormainen a besoin d'un Gaëtan Haas performant. T'as pas le choix. Et puis là, on a le focus sur Gaëtan Haas, mais on peut attendre aussi. Il y a 3 lignes d'attaque qui est censée. Enfin, la 4e peut-être un peu moins, mais il y a 3 lignes d'attaque qui doivent produire. Pas que la première. Alors oui, on a le focus sur Haas, mais on peut parler de Michael Hugli, on peut parler de Salinen, on peut parler de Hofer. Alors finalement, il a marqué, mais Brunner, Künzle, on attendait beaucoup de cette ligne zurichoise. Brunner a été blessé, Kunti n'a pas été là tout le temps. Il était blessé aussi. Il était blessé aussi, Kunti, on ne l'a pas dit, mais voilà, c'est juste. Exactement. Ouais, c'est ça, mais voilà, moi je parle de Gaëtan Haas parce que la question était sur Gaëtan Haas, puis c'est vrai que j'en ai parlé aussi parce que tu es quand même leader, puis évidemment, de qui on parle quand on dit que Lausanne n'a pas fonctionné offensivement, on a parlé de Sekac puis de Fuchs qu'on n'a pas vu en playoff, ou moins vu qu'en saison hier, voilà, et les leaders... Il terminait qu'un assist, je crois. Hein, c'est ça, voilà, mais c'est ça, donc à un moment donné, tu parles de tes leaders, de tes gardiens, je veux dire, l'année passée, on expliquait la défaite de Fribourg contre Genève par quoi? Par les étrangers. On a dit c'est la faute aux étrangers. Et puis là, Fribourg a gagné grâce à qui? Grâce à ses meilleurs joueurs qui ont été les meilleurs. Je veux dire, les meilleurs, quand les meilleurs sont les meilleurs. Voilà. Si tu regardes les étrangers, si tu compares les étrangers, il y en a 2 il y en a un qui a 0 points, c'est Brodin. Il y en a un qui a 1 point, c'est Sekac, un de chaque côté qui n'a pas performé, même si on n'attendait pas la même chose l'un de l'autre. Mais au final, c'est 23 points pour les étrangers de Fribourg et 8 pour ceux de Lausanne. Donc, voilà, tout est quelque dit. Part, les meilleurs de Fribourg ont été les meilleurs. Et puis à Bienne, je ne dis pas que Gaëtan Haas n'a pas été bon, mais il n'a pas été offensivement le gars, un peu toute la saison, le gars la locomotive. C'est ça, il n'a pas été la locomotive qu'on attendait, alors qu'à Fribourg, à Zug, à Zurich, c'est qui? André Gatto à 8 points. Il a 1 but, 7 passes. Il a marqué des gros buts dans les matchs importants. Qui marque le but gagnant hier? C'est Malguen. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est ça, les gars. C'était meilleur qui, à la fin de la journée, qui doivent te faire la différence. Et puis, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je suis assez d'accord avec vous sur l'analyse sur Haas, c'est que je pense qu'il y a effectivement le facteur pression extérieure, comme le dit Stéphane, avec le rôle de capitaine, le gros contrat, le retour à la maison, et la pression inhérente qu'il s'est mis lui-même aussi. Et c'est clair que le body language a pas été toujours positif de son côté. Mais je pense aussi qu'il est capable de rebondir. Je suis assez d'accord avec toi, Jean-Philippe, là-dessus. Je pense qu'on va... On le souhaite parce que je pense que tout le monde aime Gaëtan Haas. C'est le genre de joueur qui est sympathique, qui parle notre langue, c'est un bon type. Moi, j'entends plein de bonnes choses de lui dans l'entour de l'équipe. Je parlais avec Noah Delémont, il m'a dit Gaëtan Haas, il est génial, quoi. C'est un super type. Il est... Voilà. Donc, tout ça, on le dit aussi. Sauf qu'à un moment donné, ça ne suffit pas quand tu es engagé pas pour être le bon gars et puis le travaillant, etc. Si t'es pas, voilà, c'est pas pour ça qu'il a été à la base engagé. Donc, mais moi, je suis assez confiant aussi que les choses vont se replacer pour lui dans la saison prochaine. Pour finir sur Bienne, on va faire comme avec Lausanne. Votre bilan rapide du HC Bienne, Jean-Philippe?
On pensait qu'ils allaient être champions après quelques semaines. Hein. Ils étaient partis comme des fusées. Là. On disait, il n'y a rien qui peut leur arriver. Powerplay, c'était un but par match au minimum. Il y avait tout qui fonctionnait. Joran van Pottelberg était en forme. Et là, peut-être que Bachhoffner a joué un sale coup quand même au HC Bienne, quelque part, parce que van Pottelberg, il montait en puissance de plus en plus. En tout cas, moi, j'appréciais. J'ai vu ça de mon côté. On peut tous avoir des visions différentes, mais au début de saison, j'étais mitigé. Je ne savais pas trop quoi penser parce qu'à Davos, il avait montré quand même quelques signes, pas inquiétants, mais dans l'inconstance parfois. Et là, plus la saison avançait, plus il devenait intéressant. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont mises en place avec le système défensif devant lui. Et je me réjouissais de le voir en play-off. Et puis, il y a eu ce sale coup là de Bachhoffner. Que j'aimerais bien ne plus trop voir sur les patinoires parce qu'on a l'impression que son nom, il revient tout le temps. Il est tout le temps dans les sales coups, les machins, il cherche, puis après, il va se cacher. Voilà, j'aime pas trop ce joueur, mais c'est aussi personnel. T'as le droit, Et puis, pour revenir à Bienne, il y a eu, j'ai pas exactement un point tournant, mais on a senti qu'à un moment, il y a eu 2-3 petites grains de sable dans la machine. Puis au début, on se disait, ouais, mais c'est bon, ils seront dans les 6. Puis après, on s'est dit, tiens, ça devient limite. Puis ça continue à descendre. Et puis, ils ont réussi à être dans les 6 à la DER. Et peut-être que ça a mis un peu de doute sous les casques. Et ça s'est transmis dans cette série de playoffs qu'ils auraient peut-être pu maîtriser mieux. Voilà, j'essaye d'être court. Stéphane. Moi, je trouve que Bienne a fait une saison comme Bienne. Départ canon, ensuite 50-50. Bon, moins bon. Côté pile, côté face. Voilà, des fois euphorique, des fois à côté des bombes. Donc, ça a été une saison assez inconstante. Je le répète, j'ai beaucoup aimé leur série de playoffs au niveau tactique, au niveau technique, au niveau engagement. J'ai trouvé ça super intéressant comme jeu. Mais le style de Tormainen est intéressant. Je trouve que c'est un coach, c'est-à-dire qui donne beaucoup de liberté à ses joueurs dans la phase d'attaque. J'ai vu des gars au match 7 hier, des Kevin Fest portant en attaque. Go! Plonger au milieu de la glace, recevoir un puck, puis continuer sur son forechecking. Voilà, j'aime ça. J'aime ce style de hockey-là, tout comme j'aime le style du Suédois à la Grönberg, porté vers l'attaque, etc., petit ajustement tactique. Et je trouve que cette équipe de Bienne-là est somme toute assez sympathique, assez sympa à regarder. Des joueurs comme Brunner qui ma banane tout le temps, qui a l'air de s'amuser sur la glace. Voilà. Et puis JVP au goal, mais moi, JVP, comme j'ai dit en début d'année, comme j'avais dit à l'aube des JO, je pense que c'est le futur, un des futurs meilleurs gardiens suisses. C'est le gars qui va prendre le flambeau de Giannoni Berra dans les prochaines années, qui sont vieillissants, on s'entend. Les gars arrivent bientôt à 35 ans. Et je pense que JVP est devenu vraiment, cette année, s'est affirmé vraiment comme un gardien suisse de premier plan. Et un gardien clairement numéro 1 dans cette ligue. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Malheureusement, il s'est blessé à cause du copain à Jean-Phi. Mais que je partage ton avis d'ailleurs. Mais donc, je trouve que cette équipe-là de Bienne est rafraîchissante. J'aime bien. Je trouve ça agréable à les regarder jouer. Puis je trouve que l'ambiance autour du club, je l'ai dit dans le podcast à Stamstis, je trouve que c'est. Même quand il pleut à Bienne, il fait beau. Même quand il y a du brouillard, on se dit qu'il y a du soleil au-dessus. Voilà, tout est tourné assez positivement. L'engouement autour du club, il n'y a pas de temps d'attente. C'est positif. C'est un gars de la place qui gère ça. C'est Mme Myria qui est super souriante. C'est Villard qui est là depuis longtemps. C'est Tormainen qui est un gars hyper sympathique. Steinegger, Tony qui dirige ce club. C'est un petit gars de la place. Il parle les 2 langues. Il a l'air d'une rockstar un peu et tout, avec ses cheveux longs. J'aime bien. Non, mais c'est comme je vous dis, même quand ça va mal, ça va pas si mal que ça. Oh, je pense qu'aujourd'hui, ça doit quand même tirer un peu la gueule du côté de Bienne. Oui, mais quand même. Mais voilà, mais on ne s'attendait pas à battre Zurich. Donc, on va quand même dire, voilà, on ne s'était pas fixé tant d'attentes que ça. Puis, on a finalement bien joué. Puis, Gaétan, il se reprendra l'année prochaine. Et puis, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que Chikin, voilà, on est allé chercher. Le Russe, c'était sympa. Il nous a fait des bons matchs. Puis, il ne nous a pas manqué grand-chose. Je pense que c'est le bon point pour terminer. Il n'a pas manqué grand-chose. Et comme Jean-Philippe, j'aurais bien voulu voir Van Pottelberg en play-off comme numéro 1. Ça aurait été aussi un bon choix tactique pour
pour Tormenon de pouvoir mettre... Pas que Elien Pope a fait un mauvais match, celui qu'il a joué, mais je pense que ça aurait été un tout petit peu plus avec JVP, comme tu dis, Stéphane, pour cette série. Peut-être, on ne saura jamais, hein, c'est toujours la même chose. Bah non, voilà, il faut qu'on compose avec ce qu'on a sous la main, et c'est tout le problème qu'a eu Tormenon sur ce quart de finale. Messieurs, je vous propose qu'on parle quand même un petit peu plus des deux équipes qui ont gagné ces séries, puisqu'elles vont s'affronter en demi-finale. On va parler un peu de perspective sur ce Fribourg-Zurich. Alors, est-ce que finalement, on va commencer avec ça, Fribourg a fini samedi, a gagné sa série samedi, Zurich hier. Alors certes, il y a un jour de congé une soirée de congé pour Zurich, mais est-ce que c'est pas un avantage pour Fribourg d'avoir eu un petit peu plus de temps ? On disait la même chose avant le quart de finale contre Lausanne. On se disait, ouais, ils ont eu le temps pendant qu'il y avait les pré-playoffs. Puis il y avait toujours le côté, il y a un petit oiseau qui chante sur une épaule et puis l'autre qui chante l'autre chose sur l'autre épaule en disant, oui, mais ils ne seront pas dans le rythme. Là, je ne pense pas qu'il y aura vraiment de différence. Les deux équipes ok, tu vas en 7, mais tu as commencé avant. Je crois pas que ça va changer grand-chose, honnêtement. Sur le physique, je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. Pour Fribourg, le scénario est parfait. La pause n'est pas trop longue, pas trop courte non plus. Tu connais ton opposant 3 jours avant, parce que c'est pour la préparation. Si tu connais la veille ou 2 jours avant, tu es obligé de faire 2 scénarios. Puis tu peux entraîner les trucs spécifiques sur la glace qu'une fois, parce que si la série de bien Zurich c'était fini mercredi, ça donne jeudi pour entraîner forecheck, tac, piqué, machin. Bon, ça se fait beaucoup à la vidéo maintenant, mais ça donne quand même moins de temps pour focusser sur l'équipe contre qui tu vas jouer. Donc, je pense que le scénario pour Fribourg est plutôt bien. Je ne crois pas non plus que la fatigue pour Zurich va jouer un rôle. Peut-être un peu, mais pas. On ne saura jamais de toute façon, mais je ne crois pas. Je crois que Zurich a quand même 3 jours pour se remettre. Et ils ont dû cravacher là, pour battre bien. Moi, je pense que le scénario est assez intéressant. Bon, je pense qu'ils auraient préféré tomber contre Rapi. À choisir, je pense qu'ils auraient choisi Rapi. Ils ne vous le diront jamais, mais voilà, même si Rapi est étonnant, parce que Zurich, c'est un gros client, on s'entend. Là. Ouais, mais, effectivement. Mais les étoiles semblent... Moi, je trouve que je suis fan de Fribourg. Si je suis fan de Fribourg aujourd'hui, je me dis... pas si mal. On pensait que Lausanne nous accrocherait, finalement. On s'en est bien sorti. Petit repos. On Zurich en championnat, pas si mal que ça. Tout marche assez bien. Pas de grosses blessures. Berra est dans son assiette. Moi, je ne sais pas. Moi, la configuration est assez intéressante pour Fribourg. En tout cas, si on n'y croit pas cette année. À l'Stadion, ça n'a jamais été. Alors, ils ont perdu 2 fois cette année là-bas, mais c'était une fois au tir au but, alors qu'ils menaient encore à 7 minutes de la fin. Dido qui avait marqué en powerplay. Et puis le 4-2, c'était déjà 3-1, 3-2. Ils sont revenus à 3-2, puis ils n'ont pas réussi à revenir complètement. Mais c'est toujours des matchs contre Zurich qui sont assez serrés. Ils avaient aussi gagné au tir au but à domicile, 4-3, et puis gagné 1-0 en tout début de saison avec un but de Desharnais. Il y a une chose, quand je commençais à préparer ce matin un petit peu cette demi-finale, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que sur les 4 matchs, il y a eu 0 but en powerplay de Zurich contre Fribourg. 10 opportunités, 0 but. Alors, je ne sais pas si... peut-être que ça peut donner des idées à Grunborg de changer un peu les choses, parce qu'en face, il aura exactement les mêmes types. Il n'y a pas eu de grosses absences, grosses blessures dans la défense de Fribourg. Et puis, la grosse différence entre la saison régulière et puis cette demi-finale, ce sera Kovar dans les buts. Parce que malgré tout, ça change quand même la donne. C'est un sacré client. Lui, il a une mission. Ça, c'est quelque chose. Moi, si je suis coach de Fribourg, évidemment, dans le secret, j'analyse la série. Je me dis, là, j'ai un gardien en face qui est en mission. Mon gardien aussi, mais l'autre gardien aussi. Donc là, ça peut faire mal. Alors, il a pas précisé dans l'article qui était dans le Tages-Anzeiger, mais en tout cas, il a déjà annoncé qu'il allait rentrer en Tchéquie, Kovar, parce qu'il veut il veut suivre la scolarité de son fils qui va commencer à l'automne. Mais il n'a pas précisé si c'était... cette semaine, rassure-moi. Non. L'article, c'était la semaine passée dans le Tages-Anzeiger. Et
Voilà, pour l'automne, il sera donc en Tchéquie, mais il n'a pas précisé s'il serait sur une patinoire en Tchéquie. Donc c'est peut-être. On parlait du Sparta Prague, non? Je sais pas. Faut aussi J'imagine qu'il ne va pas arrêter sa carrière. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour Ludovic Weber. La pauvre Ludo, là, il ne joue plus beaucoup depuis son arrivée. Hein. Donc, il a encore prolongé juste avant l'arrivée de Kovar, je crois, si je me souviens juste. Prolongé son aventure avec Zurich. Exact. Et puis là, avec l'augmentation si on fait une petite digression là, avec l'augmentation du nombre d'étrangers, est-ce que Zurich ne veut pas aller chercher un gardien étranger lors de la saison prochaine? Ce serait un petit peu dommage pour Weber qui a prouvé l'année passée en play-off, notamment contre Lausanne. Il était stratosphérique, quoi. Je ne veux pas dire qu'il a gagné la série à lui tout seul, mais en tout cas, il a bien participé au passage en demi. Bon, puisqu'on est sur les gardiens, il y a Gaëtan qui nous demande qui est meilleur entre Kovar ou Berra. C'est difficile comme question. Ça se vaut, hein. Ça se vaut. Ouais. Qu'est-ce qui se passera devant surtout? Parce qu'on dit tout le temps, oui, ok, ils ont des réflexes, ils ont une stature, ils ont une façon de jouer, etc. Mais je veux dire, si tu donnes des 2 contre 1, des 3 contre 1, des 2 contre 0, tu peux t'appeler Berra, Kovar ou Marc-André Fleury. C'est égal, quoi. Hein, la majorité du temps, c'est au fond. Donc, je pense qu'ils vont être un petit peu tributaires de ça. Et puis sinon, j'ai beaucoup vu jouer Berra, j'ai pas beaucoup vu jouer Kovar, étant donné qu'on suit beaucoup les clubs romans en patinoire durant toute la saison. Je peux me baser que sur des chiffres. Sur les chiffres, il se valent. Il a été dominant. Tu sens qu'il est en pleine confiance. Le puck le frappe et tout. Donc, voilà. Pour revenir à ce que tu disais, là, que les chances de marquer, etc. Dans la série contre Fribourg, un détail qu'on n'a pas parlé entre Fribourg et Lausanne, Lausanne a beaucoup plus tiré du slot que Fribourg. Donc, ce qui donne encore plus de relief. Fribourg, c'est 10 par match dans le slot, tandis que Lausanne, c'est 14, quelque chose comme ça. La moyenne étant 14-15 durant l'année. Et ce qui donne encore plus de relief aux performances de Berra, hein, qui a fait face à Fribourg va devoir se méfier de ça. Tu as bien fait de relever ça, parce que en face, on regarde l'efficacité des Lausannois. Il n'y a pas que Berra. Hein. Je veux dire, là, en face, ce sera Malguin, ce sera Andrighetto. Et ça, c'est des gars qui, quand il y a des occasions, ils n'ont pas des pourcentages de réussite à 4%. Non. Hein, ces gars-là. C'est des gâchettes. Ouais. Bodenman aussi. Bodenman, c'est un joueur qui parle absolument. pas beaucoup. Hollenstein qui a eu un point énorme sur la série contre Vienne. Dans le match 6, il marque 2 gros buts. Là. Son premier, OK, la passe de Neuro, magnifique entre les jambes. Mais son deuxième, la prise de volée, les gars, là. Le puck est proche de ses patins. C'est une passe tendue d'Andrighetto dans ses patins. Il plie un genou à la Crosby puis te la monte dans le top. Là. Sérieux, là. Ça, c'est un but. Ça, c'est un gros but. Ça, c'est un sacré but de hockey. Là. Honnêtement, puis son one-timer, il était de loin. Il était top circle. Là. Wow. Ça, c'est un sacré but. Verrouiller le slot, il faudra faire ça un peu mieux encore. Hein. Côté fribourgeois, c'est certain. Si on regarde le slot de l'autre côté, il y a un certain Christian. Nos prédictions, on les garde pour vendredi. Attends, laisse-moi terminer. Non, on les garde pour vendredi, on a dit. Vendredi, Jean-Philippe anime le studio, premier match, on va être obligé d'en parler, il ne peut pas le dire maintenant. Ouais, forcément. Non, mais pour revenir dans le slot, de l'autre côté, dans l'autre slot, il y a Christian Marty qui se balade. Est-ce que pour Dido, ça peut être un facteur étincelle qui pourrait provoquer. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui arrête. Il y en a un que j'aimerais bien qui arrête de se balader, c'est le PSO. Hein. Parce que. Je veux dire, de donner 0 match à Nygren, de donner quasi rien à Marty alors qu'il envoie Kunzle dans le but alors que c'est fini. Là, je veux dire, ça commence à se voir, quoi, les gars. Non, mais on va l'expliquer aux gens. J'en ai parlé hier en avant-match. Nygren a eu 3 matchs pour sa charge assassine contre Sandro Forrer, OK? Qu'il a envoyé dans les étoiles. Tu parlais de 5 à 8, non? Moi, je pense que s'il aurait donné 5 à 8 sur l'échelle d'Herzog, il n'y a aucun souci. Et puis, honnêtement... Et sur celle de Barofner, ça donne quoi? Celle de Barofner, c'est différent. Mais le PSO, dans son rapport sur cette charge-là, dit que malheureusement, il a été blessé, mais que c'était une charge correcte. Le primary contact, le contact primaire n'était pas contre la tête, machin. Mais les gars, je me suis dit, ils avaient bu ou quoi? Ils ont les mêmes images que nous. Oui. Là, honnêtement, dans l'idée, que tu dises que c'est pas si grave, finalement, qui a aussi touché, je peux comprendre que, OK, peut-être qu'ils ne trouvent pas que c'est un assassinat. Mais entre l'homicide involontaire ou la délageage, il y a peut-être entre deux, là, il y a peut-être qui disent qu'il n'y a rien. C'est extraordinaire. Est-ce que le fait qu'ils aient blanchi Heldner, sur la grosse charge, là, c'était contre Schwerger en pré-playoff, et puis Schneeberger contre Malguin. Est-ce que parce qu'il y a eu ça,
on dit, ah ben alors ces charges-là, on les laisse. Non, parce qu'elle était quand même pas pareille. Là. Ouais. Non. Il va même pas avec sa crosse. Il essaye même pas d'aller avec sa crosse. Pas de stick on puck. Il sait que son adversaire. Oui, Forer se retourne. Il doit peut-être le voir. Il se met peut-être dans une position vulnérable. OK, ben, c'est fine. Mais est-ce que c'est une raison pour Nygren de l'assassiner? Parce qu'au bout d'un moment, c'est le pire. Il attend le puck qui ne vient pas vraiment. Puis il est obligé de faire un petit recul. Il sait qu'il est dans l'autre est dans le trouble. Il est vulnérable. Il choisit d'y donner un bon coup. Il ne se fait pas petit. Il saute peut-être pas, mais il se fait grand. Pas de stick on puck. Je comprends pas. Tout ça pour parler de Christian Marty. Hein. Désolé, c'est un peu Christian ma faute. Marty aussi, ça en est bien tiré, son truc, son cross-check aussi sur Kunzvik. Ça aurait mérité. Et puis Young, Sven Young aussi, dans la série. Moi, celle-là, elle me dérange encore plus que les autres parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, alors que sur l'image, sur toutes les images, il a le coude à 90 degrés et c'est le premier point d'impact. Il se tourne, prend pas la bonne épaule, pas de stick on. Écoutez, les gars, dans cette série-là, on le rappelle, c'est pas fini encore, mais Davos perdait 3-0. Le match 4 à la maison à Davos a durci le ton. Il y a eu Nygren, il y a eu Young, et puis il y avait une autre charge là, très, très limite dans le même match. La veille, le match 3, il y avait eu Canova contre Vetter, sorti Vetter, on sort Forer, on sort l'étranger sur la charge de Young. Est-ce que ça, c'est pas un point tournant dans cette série? Est-ce que le fait que Davos a dit tout à coup, maintenant les boys, OK, on n'y arrive pas, on essaie de changer ça physiquement. Évidemment, le coach n'a pas dit allez assassiner les gars, c'est pas ça qu'il a dit. Mais il a peut-être dit on durcit le ton, puis on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça ne serait pas un point tournant dans cette série-là? Moi, je me pose la question. C'est possible. Franchement. Est-ce que Rapperswil n'a pas ce qu'il faut pour répondre? Peut-être. Puis peut-être qu'ils ont répondu, mais ça change le mindset. Il y a beaucoup de jeunes là, du côté de Rapperswil. C'est une équipe qui n'a pas énormément d'expérience, beaucoup de jeunes, etc. Tout à coup, ça se met à se durcir. Et là, les joueurs, ils disent oh, peut-être. Là, c'est plus le même jeu. Ce qu'il y a eu, c'est que y a Vic qui a essayé d'aller frapper Nygren juste derrière pour défendre Forer et le juge de ligne tout de suite vient les attraper au lieu de leur laisser régler les comptes tout de suite sur la glace. Et puis je peux vous dire que ça a fait réagir à Rapperswil parce que Stefan Edlund est allé sur Twitter, il a interpellé le Stefan Rochette suédois, donc Sanny Lindström, ancien défenseur de Rapperswil d'ailleurs, en lui demandant son avis. Bon, il n'y a pas eu la réponse publique de Sanny Lindström, mais voilà, sachez que Concernant la charge de Nygren? Ouais. Il trouvait aussi comme nous que 3 matchs. Ah oui, pas cher à payer. Je trouve que c'est... Bon, au moins, c'est les 3... Il ne pourra pas jouer. Il ne joue pas ce soir. Hein? Donc, encore non, il ne joue pas ce soir. Match, demain soir, c'est-à-dire. Donc, il peut revenir en demi-finale ou la saison prochaine. Ouais. Suivant le résultat. Moi, je trouve que on parle des arbitres des fois en play-off qui sifflent un peu moins, mais là, le juge en play-off, il a tout à coup dit bon, OK, c'est bon, en play-off, là, ça va aller. Marty, 5-mec match. Mais même Sven Young, il n'y a même pas eu une 5-mec match rétroactive. Donc, il a jugé que 2 minutes, ça suffisait. Ça aussi, je ne me l'explique pas. Là. Je veux dire, ça, au moins, tu mets minimum 5-mec match. Minimum. Mais non, ça peut arriver. Bref. On verra. En général, c'est l'escalade. Hein. Là, si tu laisses passer en première ronde, en deuxième ronde. Mais imaginez juste un moment qu'un joueur de Zurich éteint les lumières de Kylian Motet à la façon de Nygren. On a une émeute à la BCF Arena, les gars. C'est sûr. Ah non, mais imaginez ça, parce que ça va pas faire écho en Suisse romande. Imaginez que ça arrive à Kylian Motet ou à Bikoff ou à Sprunger. On a une émeute. Hein? Il y a une chose par là, quand tu parles d'une émeute, la BCF Arena, ça me fait penser public. Et là, peut-être que Fribourg aussi, hein, dans cette demi-finale, on parlait de la défense de Zurich avant de partir sur le PSO, mais on n'a pas parlé du public. Et le Hallenstadion, moi, c'est pas une patinoire que j'apprécie, déjà parce qu'on commande tout en haut dans des trucs vitrés, on voit très mal la glace, enfin voilà. Puis quand ils sont sur l'autre aile, c'est très compliqué. Voilà, et là, bon, après, à force, on commence à savoir qui est qui, la manière dont ils patinent et puis de quel côté ils tiennent leur canne. Mais l'ambiance là-bas, c'est vraiment, avant une finale, foutre le feu au Hallenstadion, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Et peut-être que ça peut jouer pour Fribourg. À voir. À Lausanne, c'était déjà bien chaud. Hein, il y avait déjà quelque chose. Mais Hallenstadion, avant la finale... Il y a eu un peu d'ambiance hier pendant le Pacifique. Ouais, c'était match 7. Voilà. Il y avait Flueller était là dans les tribunes. Je sais pas, j'ai pas regardé. Parce que
Parce que Flueller n'a jamais perdu de match 7 de toute sa carrière. Non, c'est vrai. C'est vrai, Voilà, j'avais vu c'est passer une peut-être le proposition, je sais talisman, plus quel journal alémanique qui avait dit qu'il fallait mettre Flueller sur la glace, ou en tout cas dans le Voilà, line-up. talisman. Mais c'était Mais Weber qui ouais, était c'est vrai. numéro 2. Voilà. Et puis, pour finir le petit truc sur le public, on parlait rapidement de Davos là, et de Nygren qui ne jouera pas demain. En 4 minutes, les billets pour le match 7 ont été vendus hein, à Rapperswil. Tout est plein de nouveau. Ah oui, l'engouement à Rapperswil est revenu, hein, ça c'est clair. Ils ont connu une saison tellement bonne. Et puis, mais c'est tant mieux. Hein, c'est une bonne pub pour le Ça, hockey, encore une fois. Mais oui, mais partout. À Lausanne, c'était plein. À Fribourg, c'était plein. Bon, Davos, voilà, ça reste Davos. À Bienne aussi. Mais à Bienne aussi. Et puis là, à Fribourg, ce sera de nouveau plein pour les demi-finales. Il y a déjà eu un petit couac avec les billets qui ont été mis en vente trop vite. Mais là, il y a des gens qui faisaient la file à 11h ou 11h30 alors que ça ouvre à 13h. Qu'on verra, là, c'est en route. Là, c'est peut-être même tout vendu, je ne sais pas. En finale, il y en a qui vont faire du camping devant la billetterie, semble-t-il, pour être sûr d'avoir des billets. Des bonnes sardines, hein, parce que c'est du béton. T'as remarqué que je suis positif, je parle de finale. Ouais. Je peux vous sortir une petite stat histoire que Fabrice a relevé dans le chat d'ailleurs. Entre Fribourg et Zurich, il y a eu 4 duels de play-off. 15-1, c'est ça? C'est 15 victoires à 1 pour Fribourg. Ouais, c'est juste. Je les ai notés Zurich a gagné en 2013 son seul match. Un seul match, exactement. Puis Fribourg est parti en finale. Ouais. C'était le 26 mars 2013. Victoire 5-2 au Hallenstadion. Voilà. Je me demande si c'est pas moi qui mais faut aussi se rappeler. Faut aussi se rappeler qu'il y en a 2 de ces séries qui datent des années 90 avec 2 extraterrestres, enfin, etc. Voilà, mais il y en a une qui est allée 4-3-0. Mais, okay. et puis 2013, c'est déjà loin aussi. Hein. Oui, Christian Dupé était joueur. Mais voilà, c'est intéressant aussi de regarder aussi ce genre de choses dans le... Puis Fribourg avait aussi fini 2e, c'est juste ça? Alors, j'ai regardé ça. Non, ils avaient fini premier. Ils avaient fini premier, ils avaient perdu en finale contre Berne. Voilà. Enfin, je me souviens parce que j'avais arbitré des matchs dans ces séries-là, donc je me souviens très bien. C'était Cosman en avant. Stéphane, pour Stéphane, Fribourg peut aller en finale. Jean-Philippe, Fribourg peut aller en finale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sérieusement, t'as pas de blessés. Tu sais où tu dois un peu serrer les boulons. Stéphane a parlé des occasions données dans le slot, dans l'enclave. Là, ok, on sait qu'on doit, au niveau power play, il faudra s'attendre à ce qu'on régresse un peu vers la moyenne parce que le 42,5, je pense que c'est juste la grandeur des patins de certains joueurs, mais pas un pourcentage de power play. Puis, après, le box play, on l'a gardé en banque celle-là. 84%, là, je pense que ça, c'est de l'organisation, c'est des gens qui ont l'habitude de jouer en box play. On voit Desharnais qui vient gagner des engagements, on voit Marchand qui a l'habitude depuis plusieurs années de jouer là, il y a Bikoff qui rend fier service, pas seulement offensivement, mais aussi dans le harcèlement. Ils sont agressifs, ils vont chercher vite. Les 2-3 premiers coups de patin de Bikoff et de Marchand, ils sont très vifs. Et ça dérange parce que ça t'enlève du temps pour... et si le puck du power play, si le puck circule pas proprement, tu n'as plus cette demi-seconde qui te permet de contrôler puis de continuer de faire bouger la boîte. Donc ça, mais on verra, il y a énormément de talent. On entendait souvent, est-ce que les gens sont prêts à se faire mal à Zurich, à se jeter devant des pucks, etc. Une 4e ligne avec Baltisberger, Sheppy et Bachhoffner, tu n'as pas envie de jouer contre eux, ça c'est certain. C'est pour les prochaines, Bachhoffner, c'est bon. Hein? Bachhoffner, c'est pour les prochaines. Ouais, il y a encore Razoub, t'as raison. Mais c'est qui le dernier homme là sur la 4e ligne à Zurich? J'ai un blanc maintenant. Sheppy, Sigrist et Chris Baltisberger. Voilà, c'est pas très agréable à jouer non plus. Après, tu dois gagner des engagements contre Kruger, contre Azevedo, Malgin. Gérer Malgin quand il accélère avec son power skating, là, tac, ça c'est compliqué, hein, parce que quand tu joues contre Sekac, qui est un gars gros, qui veut aller au contact et qui en plus est diminué, et puis qu'en face, tu as Fourer et Souter qui font le job, tu ne mettras pas Fourer et Souter contre Malgin. Je pense pas. Je pense qu'on risque de voir Diaz et peut-être Dufner. Je me réjouis de voir comment il va matcher ça parce qu'il va falloir s'adapter. Et aussi le jeu entre les coachs de qui mettre contre qui. On a vu que la ligne de Walzer pouvait très bien museler une première ligne.
ça donne la possibilité à Dido, Sprunger et Schmid de peut-être jouer contre une troisième. Mais bon, la troisième à Zurich, c'est du solide. Hein. Donc ouais, je me réjouis de voir tout ça. 3 à Zurich où il y a que 3 premières lignes, c'est la question. Alors c'est ça, et c'est aussi le problème parce qu'une troisième ligne, elle a un boulot de l'ombre, un petit peu un sale boulot à faire, que si tu t'estimes, je suis une des 3 premières lignes, peut-être que tu ne te mets pas tout à fait tout de suite dans la ligne de shoot, je ne sais pas. On verra, puis après il y a le duel des coachs. Alors ça, je me réjouis de voir, parce que Dubé, c'est ses premiers vrais playoffs, on va dire. Et puis parce que il y avait l'année comme- passée avec ce quart de finale manqué, et puis Grunborg. Alors, Pas beaucoup lui, d'expérience en playoffs non plus. Hein. voilà, il connaît il connaît quand même les échéances, ses matchs à élimination directe. Hein. Il a été 2 fois champion du monde avec la Suède, il ne tombe pas de la lune. Mais est-ce que son apprentissage en club est assez loin? Parce il a aussi été bien conseillé. Hein. Il a ramené des gars qui avaient eu des expériences en club autour de lui, son nouvel assistant notamment. À voir. Moi, je me réjouis vraiment, ça va être passionnant à suivre, quoi. Et oui, pour finir, pour répondre à ta question, oui, je pense que Fribourg a une chance d'aller en finale, évidemment. Je vais être moins volubile que toi, je vais dire tout simplement oui, que Fribourg a une chance d'aller en finale. Mais pour ça, il faut que les étoiles restent alignées, qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de mauvais coups. Et c'est pour ça aussi que je vous parlais de Christian Marty tout à l'heure, pour avoir une réaction là-dessus. Messieurs, je vous propose qu'on fasse un petit détour par Rapperswil, parce qu'il y a quand même un 7e match demain. Alors, on va pas faire très long sur Rapperswil-Davos, mais on a quand même une situation qui est assez exceptionnelle. On est passé de 3-0 pour Rapperswil à 3 partout, avec un 7e match demain qui va désigner l'adversaire de Zug. Messieurs, qui a l'avantage? La forme du moment, Davos, ou le fait de jouer à domicile, comme le relève si bien Sergenberg sur les réseaux sociaux? C'est 7 défaites en 40 matchs accueillis depuis 1998 pour un 7e match. On a encore eu l'exemple hier avec Zurich qui gagne à domicile le 7e match. Donc c'est 33 victoires et 7 défaites pour l'équipe qui joue à la maison lors de match 7 dans les dernières années. C'est ça? Depuis l'introduction des séries en 7. Bon, la loi de la moyenne joue contre Rapperswil alors, mais non, justement pas. Puisqu'on joue à Rapperswil. Ouais, mais la loi de la moyenne joue contre. Ouais, ok, excuse. Mais la loi des la loi des séries joue pour Rapperswil, mais la loi des moyennes joue contre Rapperswil. Si la tendance se maintient, mais moi je pense que Rapperswil est dans les câbles un petit peu. Je pense que la confiance comment tu disais, Jean-Philippe, les mouches ont changé d'âne? Ouais, les mouches ont changé d'âne. C'est ça, ouais. Mais tu vois, c'est arrivé 3 fois quand même, hein, que tu ailles gagné après être mené 4-3. Ça n'arrive pas souvent, là non plus. Tu peux aussi te dire que c'est une régression vers la moyenne. En quart de finale, il y a Lugano qui avait fait ça avec Ambry pour finir champion. Ils avaient changé de coach au milieu de la série, par contre. 2006. 2007, il y a Rappi qui gagnait 3-0 contre Zug. Et puis, Zug gagne le match 4 alors qu'ils étaient à ça de l'élimination au au tir au but. Et puis ensuite, ils passent. Et puis le dernier, c'était 2006, 2007 et 2008, quart de finale aussi. Zug Davos, et c'est Davos qui est allé gagner le 7e match à Zug. Mais écoute. Donc il y avait Ambul déjà à l'époque. Mais oui, évidemment. Il était là quand ils ont construit la patinoire, non? Mais moi je pense que Rappi est mal un petit peu là. Moi je pense que Davos a tourné la série. Mais ce qui est surprenant dans cette série-là, c'est que statistiquement, si vous regardez les buts escomptés, le corsi, les tirs cadrés, etc., l'équipe qui est dominée a presque chaque fois gagné le match. Donc, ça a été à l'envers des statistiques ou de la domination ou des poteaux. Je veux dire, voilà, Rappi a, je ne sais pas combien de poteaux, là, a tout fait pour gagner. Donc, 8. Voilà, et puis le match d'avant, c'était Davos qui avait, je pense, 16-2 en première période, les tirs au but, 3 poteaux, puis ils sortent de là 2-0. Voilà, donc c'était tout à l'envers. Donc, ce que je me demande, si dans cette série-là, le discours des coachs, c'est pas « laissons-nous dominer, on va finir par gagner ». Parce que franchement, c'est... Non, mais... Ils ont des gars de chaque... T'as raison, ils ont des gars de chaque côté qui, si tu tiens, ils peuvent, en 3 coups de patin et puis un coup d'œil, te finir le match. Un gars comme Tchervenka, un gars comme Bromé de l'autre côté... Puis il y a même des fois Rasmussen qui marque. Donc, on a vu que sur les 3 victoires, il y a Stansky aussi qui n'avait pas marqué sur les 3 premiers matchs. Regardez les buts que Davos a marqués hier. Sincèrement.
OK, oui, ils ont marqué des beaux buts. Mais il y en a 3-4, là. Le cul bordel de nouilles, désolé. Il y a celui d'Ambul, il y a un défenseur qui reste là, ils sont en train de se battre dans le coin, le puck ressort sur Ambul, il peut regarder, il n'y a personne en direction du but, j'y vais, hop, pas de l'autre côté. Mais... Et puis le but qui touche l'épaule du gars, la barre derrière le but, le haut du but à l'extérieur, qui revient dans le dos du gardien, goal. Stransky, le puck arrive directement sur sa canne. Ils ont 22 shoots sauf erreur Davos. Il me semble, je me souviens bien, une petite vingtaine de shoots. 7 goals. Le pauvre Nifler, honnêtement, n'a pas fait un mauvais match. Mais là, le puck avait des yeux. Tout tournait, mais absolument tous les rebonds étaient favorables à Davos hier soir. C'est que d'ailleurs, Nifler, je pense qu'à 68% du match hier. Et tu dis, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, là, les mouches ont changé d'âme, puis il n'y avait pas qu'une mouche. Est-ce que le microcosme du hockey suisse est prêt à se passer de Roman Chervenka dès maintenant? C'est trop tôt. On peut le garder encore un peu, s'il vous plaît. Mais il n'a pas été très bon. Dans le début de la série, c'était pas terrible. Hein? Non, mais il a quand même une facilité. Il a tout le temps la tête en l'air. On a l'impression que ça fait... Ouais. Moi, j'adore ce joueur. Il est extraordinaire. Non, il est spectaculaire. Il peut retourner un match comme ça. Juste sur un coup de patin, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Philippe. Il faut profiter tant qu'on l'a. Toujours l'air de pas trop y toucher, avec son casque un peu en arrière. Là, c'est... Ouais. Bon, voilà. C'est peut-être lui qui fera la différence demain. J'espère. Dans un sens comme dans l'autre. Il peut aussi faire une de ses rares erreurs. Ça coûte le match à Rapperswil. Si vous êtes le coach de Zug aujourd'hui, vous préférez jouer contre qui, Rapi ou Davos? Rapi. Après ce que tu viens de dire, clairement Rapi. Moi, je pense aussi. Ça fait un derby du Hirtshal. C'est bien. Voilà, c'est un autre derby. Et puis, on va prendre cette question de Fabrice, puisqu'on parle de Chervenka. Est-il un joueur de série? Écoute, hier soir, juste pour faire une parenthèse, hier soir, en préparant notre émission de mercredi, parce qu'après le studio, on prépare toujours nos éléments d'avant-match, Alex, il dit Ambul, incroyable et tout, il faut sortir ses stats en série, joueur de série et tout. Ambul en série, là, il est extraordinaire. Hier, il a marqué 2 buts, là, mais si vous regardez ses stats en série, là, c'est pas ça. Hein. Il n'a jamais fait un point par match, etc. Même s'il a été utile, il peut être utile à son équipe de bien des façons, on s'entend. Mais ça n'a jamais été un joueur. Alors, donc, du coup, parenthèse, je ne sais pas si Chervenka, je n'ai pas regardé les stats de Chervenka en playoff. Est-ce qu'il a été transcendant? Est-ce qu'il a amené son équipe à des championnats? Parce que être bon en saison régulière, peut être le MVP, peut être le premier marqueur, c'est une chose. À savoir s'il a amené son équipe plus loin, ça, c'est un autre débat. Bon, ça ne dépend pas que de toi non plus. Hein. Ça dépend du genre d'équipe que tu joues, évidemment. À Fribourg, puis après à Zurich, il a été méchamment blessé avec sa trompe. Après, il était out. Pas jouer. Ouais. Donc, difficile à dire. À Fribourg, en tout cas, il n'a pas été champion, ça, on le sait. Je suis en train d'aller chercher là ses stats de manière plus globale. Certains qui te diront, les plus optimistes te diront, profite, Steph, de dire ça. Alors écoute, il a été champion du monde, champion de Tchéquie et vainqueur de la KHL. Voilà, pour le palmarès. Ouais, mais pas tout seul. Non, c'est clair. Mais bon, quand tu es un des meilleurs joueurs et que tu es dans une bonne équipe qui va loin, bon, c'est assez... Sa meilleure saison en play-off, au niveau comptable, c'est avec Omsk en... Non, je dis une bêtise, avec le Slavia Prague en 2008-2009, 24 points en 18 matchs, 13 buts. Et je pense que si je vais regarder, ça correspond à son titre de champion. Même, non, il avait perdu la finale cette année-là. C'est même pas l'année où il était champion de République. On peut presque répondre que oui, alors. Enfin, sur cet exemple-là. Mais 2009. Il a eu une saison après à 21 points en KHL, en play-off. Et en Suisse, c'est 7 points l'année passée, en 9 matchs, et 5 cette saison. Avec Rapperswil, 5 avec Fribourg. C'est sûr que quand vous jouez contre une équipe avec une équipe comme Rapperswil et vous êtes la tête d'affiche, vous êtes aussi le focus de l'autre équipe. Hein. C'est compliqué, là. Ouais, et le casque jaune et tout, on t'oublie pas, quoi. On dit que c'est avec la profondeur aussi qu'on gagne des matchs. Je veux dire, si tout ne compte ne porte que sur un homme ou quelques hommes, ben c'est plus facile à contrer, évidemment, que quand tu as chaque fois les 2 meilleurs défenseurs dans la face puis le meilleur bloc.
ça te rend la tâche difficile. Hein? Voilà. Messieurs, on va regarder encore le programme de la semaine avant de libérer. Parce qu'il y a des matchs cette semaine ou bien? Il paraît qu'il y a quelques matchs cette semaine, ouais. Et ça commence déjà ce soir avec les actes 5 des demi-finales de Swiss League. Turgovie, non, c'est à Cloton Turgovie et Holton La Chaux-de-Fonds, 3-1 dans les deux séries pour les équipes à domicile. Demain, le match 7, on en a parlé entre Rapperswil et Davos. Jeudi, petite incartade sur Twitch, puisqu'on aura le dernier match de la saison régulière de E-National League avec une affiche à suivre, puisque ce sera le remake de la finale 2021 entre Zurich et Lausanne. Deux excellents joueurs de console. Peut-être un acte 6 de demi-finale de Swiss League le même soir. Ça dépendra de ce soir. Et vendredi, début des demi-finales de National League avec, en tout cas, Fribourg, Zurich et Zug contre le vainqueur de Rapperswil, Davos. Et puis samedi, ce sera soit les demi-finales, le acte 7 des demi-finales de Swiss League, soit l'acte 1 de la finale de la Swiss League et dimanche, acte 2 des demi-finales de National League. Et puis pour Overtime, on se retrouve lundi. Messieurs, on arrive gentiment au terme de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir passé 7h40 avec moi et avec nous dans le chat. Vous avez été nombreux à écrire. Merci de respecter aussi chacun dans les commentaires. J'ai vu que ça a un peu chauffé sur certains débats. Merci à l'avenir de rester un petit peu plus calme et de rester poli. J'ai envie de dire aux gens, là, c'est juste du hockey, puis c'est un jeu. Calmez-vous. Voilà. Et puis dans quelques instants vous aurez le replay vidéo sur Facebook, dans l'après-midi en vidéo sur YouTube et puis en audio sur Spotify, SoundCloud ou Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner à ces différentes plateformes ainsi qu'à Instagram, Twitter et Facebook pour avoir toutes les nouvelles de hockey sur glace et les affiches notamment lors des soirées de hockey sur glace. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente semaine. À lundi. Bye bye. Bye bye.